N'hésitez pas à vous renommer pour qu'on sache comment vous vous appelez et quelle structure vous représentez. Voilà. Alors, il va y avoir, donc on est ensemble jusqu'à 20 h. Il va y avoir pas mal de présentations, de témoignages, mais il y aura aussi des temps d'échange. Mais pour démarrer, on va enchaîner trois interventions, 3 témoignages avant le prochain temps d'échange. Et on va démarrer en fait avec une intervention de Pauline de Brabander. Pauline, vous êtes avec nous, je crois. Oui, je suis là. Donc vous êtes responsable du programme territoire de l'association Zero Waste France. Et donc, vous allez en fait prendre 20-25 minutes à peu près pour introduire cet atelier, pour nous expliquer quels sont les enjeux du zéro déchet au niveau local. Parce qu'on peut se dire que les communes, c'est vrai que les communes n'ont pas la compétence déchets, mais pour autant, les communes peuvent faire énormément de choses sur le zéro déchet. Et sachant que c'est mieux si c'est bien articulé avec la structure intercommunale qui gère les déchets. Donc voilà, je vous laisse parler et vous allez nous expliquer tout ça. Oui, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je vous invite à bien couper vos micros parce qu'il y a toujours des interférences. On entend plusieurs personnes. Donc, merci de bien couper les micros. C'est vraiment très important, sinon on ne va pas trop s'en sortir, je pense. Donc oui, comme l'a dit Fabienne, donc je suis Pauline de l'association Zero Waste France. Je vais commencer à partager mon écran pour que vous puissiez justement voir. Ah, on ne vous entend plus, Pauline. Alors, je pense que c'est bon, vous m'entendez? Mon micro avait été désactivé, je pense, pour éviter les bruits parasites. Mais c'est bon, normalement, vous devez m'entendre. J'essaie juste de passer en plein écran et comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Normalement, tout est bon. Donc, juste pour revenir un petit peu, effectivement, je fais partie de l'association Zero Waste France. Je vais vous la présenter assez brièvement parce que je sais que le timing est assez serré aujourd'hui. L'association Zero Waste France, c'est une association nationale qui a à peu près 25 ans d'existence aujourd'hui. Dont l'objectif en fait est vraiment de lutter pour la préservation des ressources, pour lutter contre les déchets mais aussi contre le gaspillage. On me demande régulièrement pourquoi on s'appelle Zero Waste et pas zéro déchet, parce que le mot waste en anglais c'est justement ce double sens de déchets et de gaspillage et qu'on n'a pas d'équivalent en fait. Donc c'est important pour nous de vraiment préciser dès notre nom même que les déchets représentent un gaspillage de ressources et de vraiment dire qu'on lutte pour préserver les ressources de notre planète aujourd'hui. Alors, on a 3 grandes missions au sein de cette association. La première, ça va être une mission de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on essaie de faire bouger les lignes à l'échelle nationale et européenne. Et on essaye également d'informer, d'alerter, de sensibiliser tous les citoyens, tous les acteurs du territoire. On est aussi lanceur d'alerte sur certains sujets, sur certaines pollutions liées à certains plastiques notamment, etc. Toutes les pollutions liées au traitement, au mode de traitement, aux limites du recyclage, on y reviendra. On joue ce rôle de lanceur d'alerte. Et notre 3e grand rôle, ça va être de donner des outils aux acteurs de terrain et c'est pour ça que je suis là ce soir avec vous. Ouais, Pauline, oui, on ne voit pas votre présentation en fait. Hein. Ah. L'écran est tout noir. Ah, merci. Il y a un souci, effectivement. Je recommence. Excusez-moi. Vous faites bien de me le dire tout de suite. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Fabienne. Juste pour préciser un petit peu, peut-être que vous avez entendu parler du mouvement Zero Waste à travers des groupes locaux, c'est-à-dire les antennes locales de l'association Zero Waste France. Donc, nous, on est une association nationale, mais depuis 6-7 ans maintenant, il y a des groupes de citoyens bénévoles qui se sont constitués en collectif ou en association locale pour justement porter nos messages, enfin les mêmes campagnes à un niveau local. Donc, vous les connaissez peut-être un petit peu autour de vous. Il y en a plusieurs sur le territoire du Grand Est, bien sûr. Et ils sont là pour porter ces actions, porter ces messages et accompagner les citoyens également. Alors, j'essaie juste de bouger du coup l'écran. Oui, c'est bon, tout va bien, je pense que c'est bon pour vous.
Moi, je suis au sein de l'association, je suis responsable du programme Territoire. Le programme Territoire, c'est toutes les actions et tout le contenu que nous produisons en tant qu'association pour diffuser les bonnes pratiques de réduction des déchets et les solutions trouvées par les collectivités locales, que ce soit en France ou en Europe ou ailleurs dans le monde. L'objectif, c'est vraiment de former les agents, les élus de collectivités locales et d'accompagner sur le terrain à la réduction des déchets de ces territoires. Donc, on a beaucoup de contenu, beaucoup de ressources. J'y reviendrai à la fin pour vous présenter un petit peu ça un peu plus en détail. Pour commencer cette introduction à cet atelier, je voudrais revenir sur les enjeux principaux d'une démarche zéro déchet territoriale. Aujourd'hui, le service public de gestion des déchets actuel, majoritairement en fait, sur la plupart des territoires, se concentre vraiment sur la gestion des déchets. On essaie de gérer le problème. La majorité des moyens sont mis sur la collecte et sur le traitement de ces déchets, forcément, hein, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc aujourd'hui, le service public de gestion des déchets, c'est vraiment gérer ce problème. On met aussi beaucoup l'accent, et ça c'est surtout le cas à l'échelle des communes, parce que c'est vraiment leur compétence, sur la propreté. On cherche à lutter contre le déchet visible, qui nous dérange, que l'on voit. Et le meilleur déchet, à l'heure actuelle, c'est un peu celui que l'on ne voit pas. Donc ça, c'est vraiment le service public, si je schématise un petit peu, mais c'est encore grandement le cas dans pas mal de territoires. On valorise aussi beaucoup la solution du moins pire, c'est-à-dire que on parle d'incinération comme des usines de valorisation énergétique. C'est très positif comme vocabulaire. Nous, ça nous dérange un peu quand même de parler d'incinération des déchets comme usine de valorisation énergétique. On parle aussi beaucoup de recyclage, qui est la première action souvent citée et mise en œuvre par les territoires pour tout ce qui est d'économie circulaire, alors que pour nous, c'est loin d'être une économie réellement circulaire, celle du recyclage, et j'y reviendrai juste après. Alors que la démarche et l'ambition zéro déchet, à l'inverse, c'est de non plus se concentrer sur la gestion, mais sur la réduction en amont à la source du problème. On ne va pas agir sur le déchet en lui-même, on ne va pas chercher à modifier tellement les choses par rapport à ce déchet, mais on va essayer d'agir aussi et surtout sur l'amont, sur la prévention, sur la façon dont les déchets arrivent, sont produits et sont consommés sur le territoire et se transforment en déchets. Donc on va aussi beaucoup travailler sur l'allongement de la durée de vie des produits, sur d'autres manières de consommer, etc., sur le fait de sortir beaucoup les déchets de ce statut de déchet. Donc travailler sur l'amont. Et là, le déchet, un bon déchet, enfin le meilleur déchet, c'est non plus un déchet qui ne se voit pas, c'est celui qui n'est pas produit. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc c'est un peu schématique, mais ça synthétise assez bien la philosophie de cette démarche Zero Waste. Et on va du coup non plus chercher le moins pire pour gérer le problème, mais plutôt chercher quel serait le meilleur moyen de préserver les ressources. C'est important d'avoir cette notion-là parce qu'on est dans une approche radicalement différente à la gestion actuelle. Aujourd'hui, les territoires qui se concentrent et concentrent leurs moyens sur la gestion des déchets font déjà de la prévention. Forcément, ça fait partie de leur mission, notamment pour les collectivités qui ont en charge la compétence de collecte, voire celles qui ont en charge le traitement aussi. La compétence de prévention fait partie de leur mission. Mais en termes de moyens, en termes d'investissement, etc., la prévention et donc la réduction en amont est quand même un peu, parfois encore, trop souvent à notre goût, la dernière roue du carrosse. Donc c'est pour ça que pour nous, il y a vraiment une approche complètement inverse. Il ne faut pas chercher à régler le problème, mais chercher à agir sur l'amont. Alors, juste un petit rappel de cette économie du recyclage, parce que je préfère repréciser un petit peu ça aussi. On a tous conscience de ce qu'est une économie linéaire. L'économie linéaire, on produit, on consomme, on jette. Ça, c'est ce qu'on vit depuis à peu près 70 ans dans notre mode de vie occidental. Ensuite, on a l'économie du recyclage. On produit, on consomme, on recycle une fois, 2 fois, 3 fois, bon, grand maximum en général, puis on jette. À savoir que le recyclage, alors je ne suis pas contre le recyclage, hein, je préfère le préciser, mais je tiens quand même à souligner ses limites. Le recyclage demande beaucoup d'énergie et demande aussi beaucoup de matières premières vierges. Il faut réinjecter des nouvelles ressources pour produire de la matière recyclée. Il y a des limites au recyclage et ce n'est pas ce que moi j'appellerais une véritable économie circulaire, alors qu'on le vend aujourd'hui comme une économie circulaire. Une véritable économie circulaire est au contraire fondée sur l'usage, l'allongement de la durée de vie, la réutilisation, le réemploi, ad vitam aeternam ou presque, en tout cas un maximum, et pas seulement la réutilisation de la matière.
Et c'est important donc, de l'avoir en tête. Je rappelle aussi, et ça j'aime bien le rappeler quand même, la hiérarchie des modes de traitement des déchets, ça fait partie du Code de l'environnement, ça fait partie de la réglementation européenne. Aujourd'hui, on est censé, en tout cas les collectivités locales sont censées, les entreprises aussi, respecter cette hiérarchie des modes de traitement et mettre l'accent sur la prévention en priorité, sur le réemploi, faire en sorte que justement les déchets ne deviennent pas des déchets et qu'on mette vraiment en place de la prévention, au lieu de mettre l'accent sur seulement ensuite le recyclage et la valorisation énergétique et enfin l'élimination via l'enfouissement notamment. Donc l'idée, c'est quand même de réfléchir à cette pyramide qui est assez parlante et de se dire aujourd'hui, les moyens financiers et du service public, et des collectivités, sont investis majoritairement dans ces flèches orange, rouge et en partie jaune. Donc pour nous, c'est pour ça qu'il faut vraiment inverser la vapeur et mettre aussi beaucoup plus de moyens dans la prévention et dans le réemploi, la réutilisation. Alors, une fois cette introduction faite, pour vous devenir un peu plus concret, illustrer de manière un peu plus concrète sur un territoire, qu'est-ce qu'une démarche zéro waste, zéro déchet, zéro gaspillage appliquée à l'échelle d'un territoire? C'est une démarche qui déjà vise la réduction de tous les déchets, pas seulement les déchets d'ordures ménagères résiduelles qui en général consistent un vrai problème. On cherche à réduire cette poubelle-là parce que déjà il y a beaucoup de déchets qui s'y trouvent qui ne devraient pas s'y trouver. Mais pour nous, il faut vraiment réduire tous les déchets, y compris les déchets recyclables, même si on peut les recycler. Le recyclage n'est en soi pas forcément la solution à mettre en premier, mais à la mettre plutôt à la fin. C'est aussi une politique déchets visible et assumée qui fait partie de l'intégralité du projet de territoire en fait, de la collectivité. Et on va voir ensuite pour les différentes collectivités ce que ça veut dire, mais l'idée c'est vraiment que tous les services, tous les agents, tous les techniciens de la collectivité, tous les élus aient conscience que c'est un sujet transversal. La politique déchets, ce n'est pas uniquement pour les collectivités et pour les services qui ont en charge la propreté et la collecte des déchets, loin de là. La politique déchets, elle peut s'appliquer au sein de l'administration et des services généraux, tout simplement, dans les achats. Elle s'appliquera aussi sur tous les services de petite enfance, d'école, de culture, de sport. Il y a un nombre incroyable l'intégralité, on va dire même des services, des collectivités sont concernés par ce sujet et peuvent, à la fois dans leur manière de travailler et avec les acteurs avec lesquels ils travaillent, porter cette démarche de réduction des déchets, mener des actions de réduction des déchets justement auprès des différents acteurs avec lesquels ils travaillent dans ces services. Donc ça, on y reviendra, mais c'est quelque chose d'important. Il faut justement sortir un peu de cette notion. C'est seulement la collectivité qui gère les déchets, qui collecte les déchets, qui peut agir. Loin de là. C'est vraiment beaucoup plus vaste que ça comme possibilité. Donc c'est une démarche vraiment collective, ça vous l'auriez compris. Et pour nous, c'est aussi une démarche vraiment révolutionnaire, audacieuse, qui demande beaucoup de créativité aussi, et ça on y reviendra un petit peu plus tard. Le rôle des collectivités dans tout ça, alors, c'est effectivement de lancer, d'impulser cette démarche qui est, comme je le disais à l'instant, partagée. Toutes les collectivités ont sur leur territoire un rôle à jouer. C'est aussi de l'intégrer de manière transversale à tous les services. C'est d'impulser la dynamique avec les autres acteurs du territoire, parce que c'est aussi ça le rôle de la collectivité, c'est de porter auprès des autres acteurs du territoire cette démarche, ces bonnes pratiques et de les accompagner à mettre en œuvre et à changer leurs propres pratiques, que ce soit les professionnels comme les habitants. Et ça va être aussi de créer des conditions d'émergence de solutions alternatives, parce que c'est effectivement inciter à la réduction, faire de la sensibilisation, c'est très bien, mais sans créer les conditions d'émergence d'autres solutions qui permettent de réduire les déchets, de réemploi et autres, on ne va pas aller bien loin. Donc, je vais revenir un peu en détail sur vraiment concrètement ces chantiers clés pour les collectivités. Le premier sur lequel je vais insister un petit peu, ça va être l'exemplarité. Toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, peuvent agir en interne dans leur structure, dans les structures qu'elles gèrent directement. Une collectivité gère certes un bâtiment administratif, mais aussi d'autres structures autour d'elle, les écoles, les bibliothèques, les musées, etc., les cantines. L'idée, c'est vraiment de réfléchir au sein de toutes ces structures, de tous ces services, sur comment justement réduire ces déchets. Nous n'avons plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah. Oui, pour moi. Oui, Très on bien. entend. Peut-être quelqu'un parmi les... Il n'y a plus de son, s'il vous plaît.
C'est vous qui avez un problème de son. Ouais, qui parle en fait? Ah bah, il ne peut pas m'entendre. Je vais poser la question dans votre chat. Mais, continuez si vous voulez. Oui. Alors du coup, je suis passée un peu trop vite sur ma slide et ça ne veut pas revenir en arrière. Je suis désolée. Je vais juste recommencer. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Je suis à vous toutes. Alors, attendez. Hop. Petit souci technique de mon côté aussi. Je ne retrouve plus ma slide. Là, voilà. Maintenant, il n'y a même plus le... Alors, il y a toujours des micros un peu parasités. Est-ce que... Non, il n'y a pas de son. Bon, je repartage mon écran. Je continue du coup en espérant que ça permette de régler ce problème. Alors, sur l'exemplarité, effectivement, dans toutes les structures, dans tous les services, il y a ce besoin de créer une culture commune, de sensibiliser, d'acculturer et de former les différents acteurs au sein des services, les différents techniciens, les différents élus pour agir aussi sur les changements d'habitude, d'inscrire ce changement dans la durée, bien sûr. Et un des leviers centraux, je ne vais pas forcément pouvoir beaucoup développer ici parce que le temps est réduit, mais un des leviers principaux, ça va être celui de la commande publique. Aujourd'hui, les collectivités peuvent justement ajouter des critères, ajouter des objectifs de réduction des déchets, comme elles le font déjà en général pour privilégier parfois des emplois en insertion, des entreprises locales, etc. Elles peuvent ajouter aussi des critères dans la note de pondération justement de réduction des déchets. Et ça, alors ça peut être sur justement par exemple les cantines et les prestataires de restauration scolaire en leur demandant de passer à des barquettes complètement réutilisables pour servir au sein des cantines. Ça a déjà été fait sur votre territoire justement par l'Eurométropole de Strasbourg, mais ça se fait ailleurs, ça se fait dans d'autres territoires sur justement différents critères dans les différentes structures gérées par les collectivités. Je continue sur justement les autres solutions. On pourra y revenir après si vous avez des questions, bien sûr, dans le chat ou s'il y a des questions-réponses. Sur les autres solutions au-delà de l'exemplarité, le rôle des collectivités locales, ça va être justement de pouvoir rendre possible certaines alternatives. Les alternatives, justement, zéro déchet, ça va être des projets locaux, des porteurs de projets de vrac, de réemploi, des ressourceries, ce genre d'équipements sur le territoire. Je ne dis pas que c'est à la collectivité de les créer, hein, loin de là. La collectivité n'a pas ses moyens et n'a pas forcément ce rôle, on est bien d'accord. Par contre, elle peut créer des conditions d'émergence, de soutien de ces porteurs de projets, favoriser justement l'innovation sur son territoire. Alors, ce n'est pas forcément des soutiens financiers, ça peut être juste des soutiens sur la recherche d'un local, une facilitation, juste le fait d'être garant pour un porteur de projet de son local, ce genre de choses, ce genre d'aide, ça peut faciliter vraiment l'implantation de certains projets. Les acteurs qui portent ces alternatives, ça peut être assez varié. Bon, les magasins vrac, ça je pense que tout le monde l'a en tête. Les structures de réemploi type ressourcerie aussi, mais ça peut être aussi beaucoup plus complexe comme structure. Ça peut être réimpulser une filière locale de justement consignes pour réemploi, en aidant justement la filière à se créer, à se constituer en organisant et en essayant de mettre en réseau les différents acteurs, par exemple, ça se fait sur certains territoires, tous les acteurs de la bière ou du vin ou du territoire qui essayent justement de se rencontrer, d'échanger pour essayer de lever les freins et s'impliquer si possible dans une démarche de long terme pour arriver à mettre en place la consigne pour réemploi. Ça s'est vu sur certains territoires et ça c'est encore en cours aujourd'hui, donc ça fonctionne assez bien. Et le rôle des collectivités est souvent d'impulser ou en tout cas de lancer la dynamique, de faire se rencontrer les différents acteurs du territoire, les distributeurs, les opérateurs, les producteurs. Il va y avoir d'autres moyens d'agir. Ça va être aussi d'accompagner l'ensemble des événements du territoire, parce qu'en général, sur un territoire, il y a quand même beaucoup d'événementiels. C'est un moyen de sensibiliser pas mal la population, les différents acteurs qui y participent.
Et c'est aussi un moyen sur lequel les collectivités comme les communes, justement, peuvent agir assez facilement, puisqu'ils vont délivrer, si c'est dans l'espace public, une autorisation d'occupation de cet espace public. Donc, il peut y avoir aussi des critères, justement, pour avoir cette occupation d'espace public, s'engager avec une charte à utiliser uniquement du réutilisable, à ne pas utiliser de jetable. Et je ne parle pas uniquement de plastique à usage unique, je parle de toute forme de jetable, parce que remplacer le plastique par du carton, ce n'est pas forcément un avantage, surtout si on ne le composte pas, bien au contraire. Donc voilà, il y a pas mal de solutions que peut porter, souvent le sujet de l'événementiel sur le territoire, même si cette année a été un peu compliquée au niveau de l'événementiel, bien sûr, mais le sujet de l'événementiel est un sujet assez facile à prendre à bras le corps par les collectivités qui sont beaucoup en lien, notamment via les services culturels, avec différents acteurs associatifs, avec toutes les associations sportives. Il y a beaucoup de collectivités qui vraiment se concentrent sur ce sujet du sport zéro déchet, notamment quand elles ont sur leur territoire des grands événements sportifs ou des marathons ou des courses ou autres qui aussi génèrent pas mal de déchets. C'est assez visible et donc ça marque beaucoup les esprits et ça donne envie de travailler sur ce sujet. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples, comme le fait de développer des fontaines à eau dans des territoires un peu touristiques, ou en tout cas permettre justement la présence de bouteilles d'eau un peu partout dans les équipements partagés, les maisons des associations, etc., pour justement éviter les bouteilles en plastique et favoriser l'usage du réemploi et des gourdes, par exemple. Alors, pour continuer un petit peu et ne pas perdre trop de temps, l'une des grosses action et la première action que peuvent mettre en place toutes les collectivités communes incluses, ça va être la sensibilisation des différents publics. Ça, c'est aussi assez évident. En général, elles vont commencer par là, même si je les inciterai aussi à bien commencer par le côté exemplarité, parce que c'est difficile de sensibiliser sans soi-même se mettre le pied à l'étrier. L'objectif, c'est vraiment de toucher les différents publics. Alors, vous connaissez probablement les défis familles qui sont organisés depuis déjà à peu près 8-9 ans maintenant par un certain nombre de collectivités ou d'associations locales d'ailleurs. Les défis famille ou défis foyer zéro déchet qui permettent de sensibiliser parfois un nombre assez conséquent de foyers en fait, sur un territoire, puisque c'est des défis qui se renouvellent chaque année, voire il y en a parfois plusieurs par an, et qui permettent surtout de créer des ambassadeurs du territoire, des ambassadeurs de cette démarche zéro déchet qui vont diffuser à leur entourage, ça peut faire un effet boule de neige assez impressionnant. Là, en termes de retour d'expérience, bien sûr, on pourra citer la ville de Roubaix qui s'est impliquée depuis très longtemps sur ce volet des défis famille zéro déchet, qui continue à beaucoup mettre l'accent là-dessus et qui, depuis, elle a commencé par ce sujet parce qu'à la base, elle voulait lutter contre les dépôts sauvages et sensibiliser la population. Et depuis, elle a fait du zéro déchet un véritable sujet central, cœur du moteur justement du projet de territoire. Et c'est assez impressionnant de voir cet effet boule de neige. Aujourd'hui, elle travaille sur le développement économique de projets zéro déchet avec tous les acteurs économiques du territoire. Et là, c'est aussi un exemple. En photo, vous avez les marathons commerçants, et ça, il y a aussi de plus en plus de communes qui se tournent vers ce genre de sensibilisation des commerces. Les commerces, justement, qui sont producteurs de déchets, surtout ces dernières années, encore plus de déchets de vente à emporter notamment, et il y a toute une sensibilisation pour justement leur permettre de déjà accepter les contenants, les rassurer par rapport aux règles d'hygiène, aux normes et au fait que de toute façon, ils sont obligés aujourd'hui d'accepter les contenants. C'était dans la dernière loi AGEC, anti-gaspillage de 2020. Donc, et les rassurer par rapport à justement comment ça fonctionne, ce qu'ils peuvent faire et commencer à mettre un peu le pied dans la porte et les sensibiliser aussi à, pourquoi pas, la consigne pour réemploi pour la vente à emporter. Ça peut se développer comme ça. Dernière grande action sur laquelle je vais vraiment insister aussi, ça va être compter sur un effet d'entraînement au sein des collectivités. En fait, l'objectif, c'est vraiment de commencer par impulser la démarche. Il faut commencer par agir. Ça va être un élément clé. C'est pour justement sensibiliser, pour être exemplaire, etc. Il faut commencer par mettre en œuvre des premières actions. Et ensuite, même si on se sent un peu seul en tant que collectivité, on a parfois, nous, des communes qui viennent vers nous en nous disant « Oui, on n'y arrive pas parce que notre PCI n'est pas du tout motivé, on est tout seul sur le sujet, etc. » C'est pas grave, la commune peut déjà agir. Il y a des petites communes qui ont commencé du coup
à se lancer dans certaines actions. La ville de Roubaix, elle a commencé à se lancer dans ces actions sans le soutien à la base de l'Eurométropole de Lille. Et aujourd'hui, il y a eu cet effet d'entraînement qui fait que toutes les communes autour de Roubaix se sont lancées dans la démarche, la métropole aussi. Et ça, après, aujourd'hui, les défis familles se font partout en France. Mais c'est pour vous montrer que cet effet d'entraînement, il est réel et qu'il y a vraiment une sensibilité qui se développe sur les différents territoires. Donc, je vous inciterai vraiment à commencer par passer à l'action, à vous appuyer aussi sur des relais. Et en tant que PCI, et ça je pense que ça va être important aussi de le rappeler, de bien d'identifier les élus moteurs, les communes qui peuvent être motrices, qui peuvent être engagées pour mener des actions conjointes, parce qu'il va y avoir cette complémentarité à trouver entre action des communes, action des intercommunalités en charge de la collecte. Ça, je pense que d'autres vont y revenir juste après moi, justement, pour mener ces actions conjointes sur différents niveaux. Par exemple, si en tant que EPCI, vous voulez vous attaquer vraiment à la question des biodéchets, vous pouvez effectivement travailler avec certaines communes par rapport aux cantines, par rapport au sujet du gaspillage alimentaire, par rapport à la sensibilisation sur les marchés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ponts à créer entre les actions des communes et des intercommunalités. Je vais m'arrêter là pour respecter le timing, mais je reste là et je répondrai aux questions s'il y en a encore. Oui, merci Pauline. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin de l'atelier et vous êtes une de nos personnes ressources pour répondre à nos questions. Alors, vous avez terminé votre présentation sur l'importance pour les EPCI de s'appuyer sur les communes. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Clémentine Dereau, donc, qui est chargée de projet Zero Waste au SMICVAL. Alors, le SMICVAL, c'est le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde. Alors, c'est pas chez nous, mais on n'a pas trouvé d'exemple similaire dans notre région. Donc, on a demandé à Clémentine si elle pouvait un petit peu nous expliquer ce qui se fait là-bas. Donc, juste pour introduire votre présentation, Clémentine, le SMICVAL, c'est 138 communes, 200 000 habitants à peu près, au nord-est, pardon ? Oui, j'ai tout à fait, c'est ça, 210 000 à peu près. Au nord-est de Bordeaux. Et donc, les élus ont voté en 2019 une stratégie qui s'appelle 2020-2030 Impact, hein, qui a pour objectif de faire basculer le territoire vers le Zero Waste. Et donc, le SMICVAL propose aux mairies d'engager les communes dans une démarche Zero Waste avec des actions concrètes et plusieurs niveaux d'engagement. Et tout ça, ça se concrétise notamment, enfin, ça se formalise par une charte d'engagement. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez bien résumé la situation. Je vous laisse nous expliquer ce que vous proposez aux communes et qu'est-ce qu'il y a dans cette charte d'engagement. Ok, super. Oui, ça c'est très, très bien introduit. Je pourrais dire énormément de choses, mais pareil, j'ai un temps réduit. On pourrait parler des heures de la stratégie impact du SMICVAL, voilà, vraiment de réduction à la source, comme on parlait avant, juste avant Pauline. Mais du coup, je vais me concentrer sur vraiment ce qu'on a proposé aux communes. Donc, comme l'a très bien dit Fabienne, donc je vais juste vous partager mon écran avant. En fait, suite à l'engagement, hop, vous me direz si vous voyez bien, c'est bon pour vous? Ça fonctionne. C'est bon? Tout le monde voit mon écran? Oui, ça marche. Ok, super. Donc, suite à l'engagement du coup en fait du SMICVAL en 2019, donc dans la stratégie impact, notre président notamment a souhaité en fait proposer aux communes, puisque la commune a été pour nous vraiment identifiée comme l'échelle la plus pertinente pour agir, donc de s'engager à deux niveaux. Donc il y a un premier niveau en fait d'engagement qui est de délibérer sur le zéro plastique à usage unique. Alors, attendez, je vais peut-être masquer ça parce que voilà, ça va plus. Hop, donc de délibérer du coup sur le zéro plastique à usage unique. Donc là, l'idée, c'était vraiment de proposer à nos 138 communes de mettre un premier pas à l'étrier, de mettre le territoire en mouvement, si vous voulez, puisqu'on est sur une délibération donc, qui est collective, puisque toutes les délibérations en fait, qu'on propose aux communes ont également été prises par le SMICVAL. Et l'idée, c'était simplement en fait, d'aller un petit peu plus vite et un petit peu plus loin que la loi.
Que du coup comprend cette délibération. Donc, on va dire 4 grands volets. Un premier volet qui est du coup d'interdire tout ce qui est bouteilles d'eau plastique dans toutes les activités du coup et les événements de la commune au 1er janvier donc, 2020. Et donc, l'idée, c'était d'élargir le périmètre qui normalement se limite à tout ce qui est cantine scolaire en termes d'obligations. Stopper les gros jetables, donc même tout ce qui est compostable ou biosourcé, on insiste bien là-dessus, pour vraiment du coup favoriser pardon, excusez-moi, des solutions du coup réutilisables. Et au niveau de tout ce qui est contenant alimentaire également, de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique du coup dans les cantines. L'idée du coup c'était de le stopper dès le 1er janvier 2022, alors que la loi du coup prévoit en fait une échéance donc à 2025 ou à 2028 selon la taille de la commune. Et également d'avoir ce rôle en fait de vigilance dans l'application en fait du respect et du respect de la loi en termes d'interdiction sur les plastiques à usage unique au sein de la commune. Donc voilà un peu pour ce premier niveau d'engagement. L'idée, c'était du coup simplement, bah voilà, on se met en conformité avec la loi finalement un peu plus vite et où on va un petit peu plus loin, mais quelque chose de toute façon qui devra à terme être mis en place. Deuxième niveau d'engagement du coup qu'on a souhaité proposer, donc là c'est vraiment un programme qu'on a du coup élaboré. Du coup j'ai peut-être oublié de préciser du coup que je pilote du coup ces 2 programmes sur le territoire. L'idée là c'est d'aller plus loin, si vous voulez, pour parler de manière un peu plus simple, c'était de dire on passe la seconde, on emmène nos communes plus loin, on crée une véritable du coup synergie au sein de la commune entre les différents acteurs et on propose du coup des actions concrètes, plus ou moins simples. En tout cas, l'idée, c'était qu'elles soient nombreuses et diversifiées pour que les communes, du coup, puissent se les approprier et mettre en place des actions concrètes sur leur commune. On crée des synergies entre les acteurs locaux, donc les citoyens, les services de la mairie, les associations, voilà, tous les acteurs, les commerçants, etc. Mais là, encore une fois, on est dans un co-engagement puisque la commune, vous allez le voir derrière, s'engage, mais nous, SMICVAL, là, on se co-engage également et on se co-engage à mettre aussi en place des moyens et un accompagnement avec la commune. Donc concrètement, à quoi s'entraînent du coup s'engagent pardon, excusez-moi, les communes. Donc les communes s'engagent du coup à donc déjà avoir délibéré au zéro plastique. Ne pas dire, atteindre le niveau 2 sans avoir passé le niveau 1. Pour nous, ça fait partie d'un prérequis. Ensuite, les communes s'engagent donc à engager à engager les services de la mairie dans une démarche de réduction des déchets globale avec au moins une des 3 actions suivantes. Vous allez le voir, il y a des actions plus ou moins simples. Il y en a qui se recoupent aussi avec la délibération zéro plastique, donc avec du coup l'arrêt des bouteilles d'eau et des gobelets en plastique dans les réunions. La mise en place de poubelles de recyclage dans les bureaux, ça peut paraître peut-être fou, simple, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas partout dans du coup, les mairies. Donc l'idée, c'était de mettre tout le monde en conformité. Disons peut-être plus challengeant ou peut-être plus compliqué pour certaines, ou voilà, de challenger du coup et de modifier les règles des marchés publics, en tout cas avoir cette réflexion pour pouvoir sensibiliser des fournisseurs ou des acteurs potentiels. Et l'affichage et sur l'échange de bonnes pratiques en fait entre les agents, les élus et les citoyens dans un lieu public. Par exemple, ça peut être un hall de mairie. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu d'échange, en tout cas, où on puisse se partager des astuces, peut-être des prêts, enfin, voilà, plein de choses en lien avec cette thématique large du zéro waste. Également à promouvoir du coup la démarche zéro waste sur la commune en engageant du coup au moins un des équipements dans une démarche zéro waste, c'est-à-dire repenser, en tout cas challenger la manière dont fonctionne aujourd'hui cet équipement. Ça peut être une école, une crèche, une salle de sport. Voilà, on peut vraiment, on n'a on met aucune contrainte là-dessus. C'est vraiment la commune qui fait ce choix. En tout cas, challenger son mode de fonctionnement pour voir où aujourd'hui il peut y avoir des points d'amélioration. Faire passer au moins un événement important du coup de la commune en mode zéro waste. Donc, ça peut être voilà, des vœux, un festival. Encore une fois, du coup, la challenger le fonctionnement actuel de cet événement pour essayer de réduire à la source au maximum les déchets et de trouver des solutions alternatives. Promouvoir du coup la démarche zéro waste auprès des citoyens, donc avec la présentation de la démarche dans un événement public. Donc là, c'est directement lié à notre co-engagement que vous allez découvrir ensuite. Donc, puisque nous, SMICVAL, on s'engage à intervenir au moins une fois par commune pour présenter cette démarche. L'idée, c'est d'avoir un événement
qui va regrouper un maximum d'acteurs, donc aussi bien qu'ils se destinent voilà, aux élus, qu'aux agents, qu'aux citoyens, aux associations, voilà, et donc où on présente la démarche. Alors là, c'est plus la démarche à l'échelle du citoyen, mais du coup, qu'est-ce qui peut être fait concrètement, pourquoi on va vers le zéro waste et comment on peut y aller, chacun en prenant la porte d'entrée qui lui parle le plus. Et également, donc, la distribution, ça j'y reviendrai derrière, donc 2 kits habitants qui sont un petit peu des petits kits de démarrage, si vous voulez. Je vous les décrirai derrière. On remet, nous, en fait, à hauteur de 4% des foyers de la commune. Et donc, c'est à charge de la commune de les distribuer derrière au public qui lui paraît le plus pertinent ou le plus approprié. Là encore, c'est très libre. On a des communes qui vont choisir de distribuer ces kits à des élus, un petit peu à des citoyens, un petit peu à des associations. Il y en a qui vont faire des appels du coup à volontaires dans un journal communal. L'idée, c'est que ces kits qui sont en fait composés, tout est contenu dans un sac à vrac qui permet de faire ses courses, dans lequel on va retrouver un sac à pain, un plus petit sac à vrac, un shampoing solide, le livre de la famille zéro déchet, des lavettes qui remplacent le sopalin réutilisable, un peu un petit kit du démarrage, la petite boîte à outils, et charge du coup aux communes d'identifier du coup les administrés, les usagers pour nous qui leur paraissent le plus pertinent et qui souhaiteraient devenir testeurs et pour nous du coup ambassadeurs à terme de la démarche sur le territoire. Et en facultatif, du coup, on a mis du coup aussi une délibération au tout ce qui est produit zéro phytosanitaire sur la commune. Je vous le disais, il s'agit du coup d'un co-engagement. Donc nous, Smigval, on s'engage du coup à les accompagner du coup dans la mise en place de cette démarche. Donc avec du coup déjà tous les modèles types de charte de délibération qu'on a créés et du coup qu'on leur met à disposition, mais aussi du coup la création d'outils méthodologiques, pardon, excusez-moi. Donc ça, voilà, moi, ça fait partie d'une de mes tâches également principales dans l'animation. Par exemple, dans les outils, va y avoir, on a procédé du coup à la création de guides Zero Waste, un peu comme le fait d'ailleurs l'a fait Zero Waste France, donc sur des thématiques voilà, comme citoyen, Zero Waste, cimetière Zero Waste, puisque c'est aussi également une de nos préoccupations, événements, etc. Mais adapté du coup plus à notre territoire, avec sur lesquels on va donner des tips sur les acteurs locaux, voilà, des conseils en lien avec ce que nous on peut leur proposer. Donc du coup, on a procédé du coup donc j'ai créé et co-rédigé ces guides avec Zero Waste Bordeaux, donc l'antenne locale de Zero Waste France. On a travaillé avec eux. Plus récemment, du coup, quand je suis, du coup, j'étais en congé maternité. Quand je suis revenue, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai besoin. Au-delà de ces guides qui étaient déjà peut-être très complets sur lesquels on avait travaillé, par exemple, de créer vraiment un outil de suivi et de pilotage, quelque chose de très visuel pour nos communes, pour qu'elles puissent rapidement savoir où elles en étaient dans la mise en place de ces actions. Donc, j'ai créé un tableau de bord qui leur permet très simplement, en listant les actions, en mettant, savoir si elles sont faites ou pas, d'avoir très rapidement, visuellement, un pourcentage d'avancement sur chacun des engagements qu'elles ont pris, donc à savoir la délibération sur le zéro plastique à usage unique et la charte Ma Commune Zéro Waste, avec un objectif d'atteindre de 100% sur ces deux engagements. Et ensuite, par thématique, donc école, événements, cimetière, de savoir également où elles en sont. Alors là, idéalement avec une atteinte de 100%, mais disons que ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, il n'y a pas une obligation de les atteindre. L'idée, c'était plus de leur dire, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez peut-être pas le temps d'ouvrir les guides, et bien voilà une checklist d'actions, de choses que vous pouvez mettre en place. Et ça leur permet de manière très visuelle de savoir où elles en sont. Également, en créant aussi, j'ai demandé à créer un référent par commune pour le suivi de ce projet, parce qu'on se rend vite compte également que s'il n'y a pas de référent, c'est difficile vraiment de savoir où on en est, d'avoir des remontées d'action. Et également, l'idée, c'est de créer petit à petit un réseau du coup, entre pairs pour que les communes puissent échanger entre elles. Donc voilà, plein d'outils en fait au fur et à mesure. Si vous voulez, on avance, on est dans la co-construction. J'anime également un webinaire par mois du coup sur une thématique à destination des élus et des agents communaux. Donc voilà, sur une thématique pour l'instant c'est plutôt nous qui les définitions. Elles étaient beaucoup en lien avec les guides, mais pas que. Donc voilà, j'ai accéléré peut-être un petit peu parce que sinon je pense que je vais être prise par le temps. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est très très riche. Ouais, je suis désolée, je fais au max, mais il y a pas mal de choses, donc j'essaie d'aller vite. Je vais juste essayer d'être rapide. Également, du coup, évidemment, on s'engage du coup à communiquer sur leur engagement. Donc, d'où l'idée aussi de l'outil qui leur permettra de nous remonter des actions finalement plus facilement pour qu'on puisse du coup partager ensuite du coup ce qui a été mis en place
à l'ensemble du territoire. Comme je vous le disais, également une aide matérielle, donc à la fois donc, la mise à disposition de ces kits habitants, une aide financière du coup de 1 euro par habitant. L'idée, là, c'était de faciliter du coup la mise en place d'actions. Donc, ça peut être, cette aide, elle a vocation du coup à financer évidemment la mise en place d'actions Zero Waste. Donc, ça peut être soit par de l'équipement, par exemple, je ne sais pas, s'équiper des co-cups, enfin voilà, ça, voilà, vraiment des choses très concrètes, soit aussi financer un événement. Là encore, voilà, ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est peut-être, on souhaite avoir aussi un retour sur l'utilisation de cette subvention, chose qu'on n'a pas forcément à date. On remet aussi du coup à chaque donc, école des livres des enfants de la famille Zéro Déchet. Et d'ici du coup la fin de l'année, donc de cette année, sont remises aux 3 communes les plus engagées. Donc, ce sont des critères qui sont aujourd'hui pas encore définis puisqu'on ne veut pas se limiter potentiellement qu'aux actions mises en place. Bien sûr, évidemment, ce sera un critère, mais de se dire peut-être qu'il y aura d'autres critères, comme le fait d'assister à nos webinaires, enfin voilà, un engagement plus global, en tout cas, aux communes les plus engagées, du coup, une gift box. Donc, si vous connaissez le principe des boîtes à livres, c'est le même principe, mais du coup, avec un petit peu plus de petits objets du quotidien, décoration, petit électroménager. Donc, une boîte à dons, du coup, sera offerte aux 3 communes les plus engagées. Et comme je vous le disais, du coup, on anime des temps dédiés au Zéro Waste sur les communes, donc avec une conférence débat par commune. Et donc, moi, j'ai également 2 collègues dont la mission principale est du coup d'accompagner du coup tout un public scolaire et donc l'accompagnement d'école. Évidemment, on est dans une logique de co-construction, on avance ensemble, on fera des erreurs ensemble, on rectifiera ensemble. Donc, on est vraiment dans une logique de co-construction et d'échange et tout ça dans la bienveillance. Et on s'est aussi également du coup engagé évidemment dans cette démarche. Très rapidement, du coup, pour vous dire où on en est sur le territoire, aujourd'hui, du coup, on a 67 communes du coup, qui ont délibéré sur le zéro plastique et usage unique. Et le programme Ma Commune Zéro Waste, on en a 51. Proportionnellement, ça représente 66 et 56% du territoire en termes d'habitants, donc à terme touchés. Aujourd'hui, on est conscient que toutes les communes n'ont pas tout mis en place et on le sait, il y en a certaines qui sont également en retard sur la délibération de zéro plastique, sur les obligations légales, même aujourd'hui à date. L'idée, c'est aussi de se dire, on a des échéances, on y va pas à pas. On sait que tout ne se fera pas enfin, voilà, dans la seconde. Il y a des choses plus faciles que d'autres à mettre en place et on est là ensemble pour lever en tout cas les freins. Pour vous donner du coup une idée du territoire, voilà à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, du coup, donc ça, c'est nos 138 communes. Les communes que vous voyez en bleu un peu turquoise, ce sont toutes les communes zéro plastique et donc du coup zéro plastique uniquement. Et les communes qui sont plus vertes, ce sont les communes zéro waste, donc qui sont zéro waste et zéro plastique. Vous voyez aussi 2 petits points de couleur. Donc là, c'est plus, on va dire, l'émission d'une de mes collègues qui accompagne du coup nos communes également sur, comme je vous le disais, la délibération aux produits zéro phytosanitaire. Et on a aussi du coup toute une démarche avec des communes qui sont labellisées label Tersan. Voilà, donc ça, c'est un autre niveau d'engagement, mais qui ne fait pas partie intégrante du programme qu'on leur propose, mais on les accompagne également là-dessus. Voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu dépassé, mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Merci beaucoup Clémentine. Et c'est vrai que c'est très très inspirant pour les structures intercommunales qui ont la compétence déchets. Ça donne plein d'idées pour emmener les communes dans cette direction. Alors, je sais que vous êtes sur la route des vacances. C'est ça. Vous vous êtes arrêté en fait. Projet aujourd'hui. Non, oui, voilà, c'est ça. J'ai fait une petite pause. Je reprends la route tout à l'heure. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes avec nous jusqu'à quelle heure à peu près? 19h à peu près, si c'est possible pour vous. Ouais, voilà. Ok. Alors, parce qu'on vient d'accueillir Madame Copé-Ritzenthaler, qui est maire de Cunheim. Bonjour Madame Copé. Et qui a un emploi du temps un petit peu serré aussi, parce que je crois qu'elle a un conseil municipal juste avant son témoignage. C'est ça, oui. Et alors... Madame Copé, vous allez nous... Alors, là, on est sur un autre angle. Donc, Clémentine, vous nous avez expliqué comment l'intercommunalité peut emmener les communes. Mais alors, Madame Copé, vous êtes sur l'angle un petit peu inverse. Vous êtes maire d'une commune, d'une petite commune qui est située donc, en Alsace, à 15 km de Colmar, 1800 habitants. Et vous, depuis pas mal de temps, vous faites plein de choses pour emmener les habitants vers le zéro déchet. Et même au début, vous étiez un petit peu en décalage par rapport à la communauté de communes. Vous étiez en avance par rapport à la communauté de communes qui a la compétence déchets. Alors, du coup, c'est intéressant d'écouter un petit peu, d'entendre un petit peu votre témoignage, parce que ça montre qu'on peut faire les choses dans ce sens-là aussi. Oui, alors, je raconte seulement comment on a commencé ou...
Bah, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quelles actions vous avez initiées ou soutenues donc zéro déchet sur la commune? Oui, peut-être je vais commencer un petit peu pourquoi ou comment cet engagement. Alors, je pense que notre commune était toujours un peu en avance par rapport aussi au zéro phyto qui a été lancé par l'agence de l'eau, où justement d'autres communes avaient beaucoup plus de mal dans notre secteur de s'y mettre. Et alors, nous, on a commencé la démarche dès 2008-2009 et on a été labellisé tout de suite commune en 2012. Et du coup, bon, au début, c'était vraiment des discussions un peu houleuses aussi avec les habitants parce que voilà, tout le monde n'était pas forcément derrière nous. Et à la Comcom, ça a été relativement exotique. Alors, c'était voilà, c'était le début. Et dans le deuxième mandat, à partir de 2014, alors nous, on était déjà bien dans le zéro phyto et ça commençait aussi à bien prendre dans les espaces verts et tout ça. On a dit on aimerait bien quand même aller un peu plus loin et on s'est plutôt orienté vers je vois Marine me dit super, bonjour Gilles, bonjour Marine. Et à tous les autres, bien sûr. Alors, nous, on a dit, bon, maintenant, on voudrait attaquer un peu d'autres sujets aussi. Alors, avant, c'était toujours plutôt essayer, quand il y a maison, village fleuri, des remises de prix et tout ça, prendre un peu, sensibiliser les gens un peu plus comment faire aussi du compostage dans le jardin, déchets verts, traiter les déchets verts, faire quelque chose avec et comment améliorer justement la situation là. Et après, on s'est dit, bon, on pourrait aussi, une fois, essayer de contacter des personnes ou de toucher des personnes qui n'ont pas de jardin ou qui ne sont pas forcément dans les maisons fleuries, qui sont plutôt des gens retraités. Et alors, plutôt d'autres personnes aussi. Et alors, avec la femme de l'ancienne maire, on s'est dit, bon, on va faire quelques ateliers. Et on avait quelqu'un qui a ouvert justement à ce moment-là une boutique zéro déchet à Colmar. Et du coup, notre petit troupeau a commencé tout simplement voilà, à lancer des ateliers zéro déchet. Et voilà, ça a eu un succès. Et surtout, on a remarqué, et ça c'était important, qu'on n'était pas seul. Avant, on avait toujours l'impression d'être un peu moteur de quelque chose où on avait du mal à faire adhérer certaines personnes. Et là, on a découvert qu'il y avait quand même pas mal de monde intéressé. Et d'où alors aussi un peu voilà, des actions, je pense, où la Comcom, grâce à certaines personnes aussi, c'est une question de personnel aussi, qui se sont vraiment investis dans le traitement zéro déchet et tout ça, ça a fait qu'on a commencé la démarche chez nous, ça a pris pied, et après la Comcom, quasiment en parallèle, a aussi commencé certaines actions. Du coup, par exemple, moi, je m'étais déjà renseignée pour le Repair Café, comment on pourrait fonctionner, parce qu'il y avait une autre Comcom à côté, ou des communes à côté qui fonctionnaient avec un Repair Café. Mais après, c'est facilement aussi la Comcom qui a pris le relais, ce qui a fait qu'au début, on était seuls. Après, on était à deux acteurs en parallèle, ce qui a créé un peu le problème que chez nous, par exemple, les ateliers étaient payants et à la Comcom, ils avaient un certain budget, alors ils étaient gratuits. Et après, on a harmonisé tout ça dans le sens où maintenant, les ateliers ont lieu dans les différents villages. On est 29 communes regroupées dans une Comcom. Alors maintenant, c'est sur le terrain, les ateliers organisés par la Comcom. Pour la même thématique, ça va des couches lavables, parce que bon, la petite enfance, par exemple, fait partie des compétences de la Comcom, voilà, les lessives à faire soi-même, cosmétiques, cuisine, zéro gaspillage, ça touche vraiment à plusieurs sujets. Mais du coup, maintenant, c'est plutôt la Comcom qui a pris le relais. Et d'accord. Et du coup, la Comcom a pris le relais, mais en quoi ce que vous faites, c'est cohérent? Enfin, en quoi donc vous faites remonter des choses à la communauté de communes, et j'imagine que la communauté de communes elle a une stratégie de développement du zéro déchet qui va vers les communes. Et en quoi tout ça, ça s'articule bien?
En quoi ça s'articule bien? Alors déjà, la Comcom, elle a le personnel pour, ça c'est déjà une chose. Après, c'est la compétence de la Comcom, c'est le traitement des déchets. Alors je pense que c'est ça qui est important. Et ce fait de faire tourner les ateliers dans les villages, ça touche beaucoup plus de monde que si maintenant c'était la Comcom qui faisait comme au début, ils le faisaient vraiment dans leurs locaux. Et je pense que c'est vraiment le but, c'est vraiment de toucher tout le monde et d'aller à la rencontre et vraiment toucher les villageois parce que ça fait partie de ne pas avoir trop de barrières d'accès en fait. Alors les gens, quand quelque chose se passe dans leur village, surtout dans les petits villages, avant vous avez dit, nous on est un petit village, nous on est plutôt la 4e commune du 29, alors en question de taille, alors plutôt déjà un grand village par rapport aux autres. Alors, ça veut dire que voilà, c'est vraiment certains villages qui commencent à découvrir la thématique. Et je pense que c'est ça qui fait maintenant que le fait de tourner dans le village, qui fait que voilà, ça peut toucher tout le monde. Et voilà, en même temps, nous on a pu, Marine, voilà, elle était bien dans justement ce modèle de changement d'aller des ateliers de la Comcom à la Comcom et nos ateliers à nous pour Cunheim. Elle a fait le pas justement de réorganiser ça pour aller sur le territoire et c'est ce modèle-là qui continue à vivre. Même chose pour les repères à café justement où justement ça tourne aussi partout. Ouais. Pour nous, bien sûr, c'est plus facile parce qu'il y a du personnel qui est avec. Il y a bien sûr aussi un réseau de bénévoles, mais c'est une sorte de, voilà, chacun ses compétences. Et maintenant, justement, ça a pris le relais, en fait, de cette thématique. Alors, quand on a préparé aussi votre témoignage, en fait, ce que j'avais envie un petit peu de mettre en valeur de votre témoignage, c'est le fait que vous mobilisez plein de ressources dans la commune. Oui, alors moi, j'étais, à partir du moment qu'on a commencé ces ateliers zéro déchet, on a remarqué justement qu'on touche une plus large partie de la population et qu'il y a vraiment des personnes intéressées de tous âges aussi. C'était vraiment intergénérationnel entre des tout jeunes mamans, voilà, toutes jeunes mamans qui se posaient des questions par rapport aux enfants et justement faire la lessive plutôt soi-même et tout ça. Aux mamies qui venaient aussi pour voir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire parce qu'elles se rendaient compte que tout de suite, tout au début, quand elle était plus jeune, elle faisait quand même plus de choses plus respectueuses de la nature qu'aujourd'hui, elle faisait plus, où elles étaient tous plus dans la consommation. Alors, c'était vraiment intéressant de voir plusieurs personnes et plusieurs types de personnes aussi engagées dans la démarche. Alors, ça devenait un peu moins écolo. Avant, on était toujours dans le coin écologiste et un peu exotisme. Et là, ça devenait vraiment plus large dans la société. Alors ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. Et du coup, il y avait aussi, parce que comme on a commencé ces ateliers zéro déchet, plein de monde ou plusieurs personnes qui sont régulièrement venues avec des idées. Mais c'était un peu l'attente derrière. Oui, il y a des personnes qui donnent des idées, après il faut que quelqu'un le fasse et ça c'est les élus qui font. Ce qui ne peut pas forcément fonctionner parce que bon, on est bien une équipe de 19 personnes, mais on a plein de sujets à porter. Alors du coup, porter tous les projets autour du zéro déchet ou d'autres sujets aussi, ça devient compliqué en termes de temps. Voilà, on ne peut pas tout faire. Et du coup, avec ce nouveau mandat, vraiment l'année dernière, j'ai créé une commission éco-citoyenne où justement ce qui regroupe toutes les personnes que j'ai repérées un peu dans les ateliers ou qui étaient force de proposition pour certains sujets pour qu'on puisse ensemble travailler aussi au niveau de la commune. Et après, bon, ça fait de nouveau aussi, on peut très bien faire le relais avec la Comcom, on est en échange permanent. Moi, je suis aussi en tant que maire, bien sûr, dans le conseil communautaire, alors on a toujours voilà, des contacts bien présents. Alors, on peut vraiment ramener ça de nouveau aussi à la source de la compétence de la Comcom, en fin de compte. Mais en tout cas, c'est vraiment de créer des réseaux et vraiment localement aussi pour faire bouger les choses. Après, on a par exemple maintenant remarqué, on a fait un sondage auprès de la population pour voir quelles thématiques dans le zéro déchet les intéressent, dans l'éco-citoyenneté, pour voir aussi un peu les modes de consommation. Est-ce qu'on peut faire un marché plutôt qu'aller tout le temps au supermarché ou est-ce qu'on souhaite
des informations dans le jardinage naturel, ce qui est tout à fait le cas. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on remarque. Au début, voilà, on regardait que le composteur, c'était relativement acquis, mais tout le reste en jardinage naturel et laisser pousser certaines choses, c'était très, très bizarre, bizarrement vu. Et là, maintenant, on voit un vrai changement. Alors, c'est vraiment un accompagnement de la thématique et j'ai l'impression que les citoyens adhèrent quand même de plus en plus. Et ça fait aussi que voilà, on peut de nouveau développer d'autres choses. Bientôt, par exemple, avec cette commission éco-citoyenne, on va avoir une rencontre avec l'association qui organise la grande foire éco-bio à Colmar. Voilà, alors on essaye d'être dans les échanges et d'élargir les réseaux pour avoir de plus en plus d'acteurs aussi sur le terrain et des retombées chez nous. Et dans cette thématique, ça s'inscrit aussi à la Comcom, par exemple. L'idée, c'est maintenant, ça c'est tout nouveau, de créer un réseau de jardiniers au naturel. On est accompagné, toutes les 29 communes, par un conseiller en jardinage naturel pour justement éviter les déchets verts, parce qu'on a trop de déchets verts tout simplement à nos points verts en déchetterie, qu'on pourrait vraiment faire valoriser. Alors voilà, il y avait déjà des études par rapport aux communes. Qu'est-ce qu'on peut faire, combien de déchets verts chaque commune produit ou récolte aussi au point vert. Par exemple, on a des points verts communaux en partie. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement avec? Alors nous, on a créé voilà, une sorte de grand compost pour un jardin à courges. Mais maintenant, la prochaine idée, c'est que justement de former dans la population des éco-jardiniers qui eux-mêmes de nouveau peuvent faire un réseau pour former d'autres personnes, pour que ça donne un relais vraiment et ça c'est, je trouve c'est une excellente idée parce que ça va dans le même sens de nouveau. Moi je fais quelque chose au niveau de la commune avec ma commission, mais en même temps voilà il y a aussi les autres idées qui viennent avec et qui font qu'on est de plus en plus nombreux justement dans le secteur pour pouvoir agir. Oui, donc ce sont bien les habitants qui donnent des idées. Enfin, vous mobilisez les habitants pour donner des idées de choses à faire. Vous les mobilisez pour réaliser, avec les élus, les projets. Oui, c'est ça, oui. Vous appuyez en fait sur l'expertise de la communauté de communes pour concrétiser aussi des projets qui nécessitent des fois un accompagnement un peu technique. Hein, si je résume un petit peu toute votre philosophie. Oui. Et surtout, ça reste la compétence de la Comcom, ça veut dire aussi certains financements avec, ouais. Pouvoir avoir accès à ce conseiller en jardinage naturel, par exemple. Voilà, c'est financé par la Comcom, alors c'est tout un avantage aussi pour la commune. Voilà, ça fait un ensemble, je trouve, et c'est vraiment, voilà, c'est des actions qui vont bon train, qui se développent bien. Ouais. Ouais. Alors, si vous avez des questions à poser, donc soit à Madame Copé, soit à Clémentine, si elle a encore quelques minutes, n'hésitez pas, parce que Clémentine va bientôt repartir et Madame Copé est encore avec nous une vingtaine de minutes. Donc, soit vous pouvez passer par le chat, soit vous pouvez aussi poser vos questions. Vous allumez votre micro, enfin, vous levez la main vous levez la main avant et puis on vous donne la parole. Hein. C'est aussi possible. Hein. Parce que je pense que ces trois interventions, ces trois témoignages ont été extrêmement riches et il y a plein de choses à creuser. Donc on vous écoute. Il y a une question super concrète qui a été posée dans le chat tout à l'heure. Sur les essuie-mains, quelle solution pour remplacer les essuie-mains jetables dans les sanitaires des écoles? Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse, sachant que les serviettes en tissu sont interdites, les souffleurs, c'est pas trop adapté, etc. Moi, je peux peut-être dire quelque chose. Chez nous, bon, on a une usine justement de tout ce qui est produit d'hygiène sur Cunheim, et avec une autre entreprise qui justement est fournisseur de tous ces produits aussi de nettoyage, d'essuie-mains, papier de toilette et tout ça, et tout ce qui est équipement sanitaire dans les collectivités. Eux, ils sont en train de travailler justement sur une sorte de recyclage de ces essuie-mains.
Alors, voilà, ça peut au moins être déjà un bon début parce que justement, avec la situation Covid, c'est clair qu'on avait aussi, quand on a rénové l'école, par exemple, on s'est peut-être posé la question, est-ce qu'on prend plutôt des souffleurs ou qu'est-ce qu'on fait? Voilà, au niveau sanitaire, c'était déjà pas très préconisé avant de passer aux souffleurs. Alors, nous, on a pris aussi les essuie-mains en papier. Mais justement, cette idée de pouvoir les recycler pour les réutiliser de nouveau en matière première, dans la fabrication, ça pourrait être, par exemple, déjà un premier pas. Moi, je ne fais pas tout. C'est clair que c'est local du coup. Alors, un peu avec l'entreprise de fournisseurs aussi, qui est aussi plutôt locale, voilà. Créer une boucle, mais cette entreprise-là, par exemple, travaille vraiment sur le recyclage et les circuits fermés, quoi, l'utilisation de ces produits. D'accord, ouais, c'est une piste, effectivement. Non, c'est vrai que la crise, enfin, la situation sanitaire vient quand même un petit peu tout chambouler, donc c'est compliqué, effectivement, au vu des normes sanitaires qu'on peut avoir parfois. Après, je sais que, bon, nous, en tout cas, Smigval, on est avec des souffleurs, c'est peut-être pas la solution idéale, c'est vrai que, bon, les normes sont, voilà, parfois compliquées. Peut-être la seule chose déjà qu'on peut dire, en tout cas, si on est sur du jetable, c'est d'être déjà peut-être sur du jetable recyclé, du papier déjà recyclé, pas du papier bien blanchi, chloré, avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est déjà limiter la casse, on va dire. Et puis, pour les communes qui collectent les biodéchets, ça fait partie des choses qui peuvent être également compostées. Quand on n'est pas sur des serviettes de couleur, sans collant à l'intérieur, nous, en tout cas, il n'y a aucun souci pour que ça soit composté, même voilà, domestiquement, j'ai envie de dire. Mais bon, vu les quantités qu'il doit y avoir en école, il faut avoir idéalement la collecte de biodéchets. Oui, mais par contre, actuellement, de la collecte biodéchets, justement, chez nous, l'entreprise a clairement dit ne veut pas avoir de mouchoirs ni d'essuie-mains de dos. D'accord. C'est lié à la crise sanitaire. C'est Bien sûr, vraiment, ok. avant, on pouvait le faire, sauf que la masse de mouchoirs et de papier main aussi pendant la période de grippe normale, hivernale. Et voilà, ça c'était aussi toujours un sujet par rapport aux biodéchets, justement, de ne pas avoir trop de quantité voilà, de papier dans les déchets, mais normalement, voilà, ça passe au biotube sans problème. Ouais. Oui, s'il y en a une surdose, effectivement, ça peut peut-être parfois compliquer entre guillemets, le compostage. Bon, c'est pas mon domaine de prédilection, je suis pas sur la plateforme de compost au SNCVAL, mais après, il faut savoir que, à mon avis, je parle avec des pincettes, mais pour tout ce qui est en termes de virus, en tout cas, déjà, bon, la durée de vie du virus, je pense, sur ce support n'est pas non plus très longue. Et au-delà de ça, c'est qu'en termes de compostage industriel, quand on est sur des plateformes comme les nôtres, la montée en température se fait beaucoup plus haute que sur un compost individuel. Donc, je les sais avec des pincettes, je ne suis pas experte et voilà, je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas qu'ils survivent beaucoup à tout ça, en tout cas, une fois réduit en compost. Alors, il y a monsieur Burg, Lothar Burg, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, qui souhaiterait poser une question à Madame Copé. Oui, en plus, bravo pour ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Et aussi bravo pour les efforts de Zero Waste qui sont remarquables également. Tout ce soutien, tout cet encadrement est très positif. Et ma question est plutôt d'ordre pilotage de l'affaire, précisément comment dans une communauté, là je pose la question à Gilles précisément, comment mobiliser les habitants de la commune, d'une commune en général, comment soutenir et appuyer les questions citoyennes liées au recyclage, liées à un comportement éthique par rapport à ça, étant donné qu'il est vrai qu'on applique beaucoup de choses très concrètes dans la vie quotidienne, mais néanmoins, tout ça repose quand même sur une vision à long terme pour l'ensemble de notre environnement et pour le bilan carbone de nos activités. Et je voudrais savoir comment elle s'y prend pour mobiliser les troupes et dialoguer avec elles et avoir des retours. Bon, il y a des retours notables puisqu'il y a des engagements concrets, mais en tout cas, j'aimerais connaître sa petite recette concernant la mobilisation des gens. Voilà. Oui, je ne sais pas si j'ai vraiment une recette spéciale. Je pense que c'est d'un côté, c'est peut-être l'ensemble des acteurs qui fait aussi que ces thèmes sont portés maintenant partout. Ça, c'est peut-être une chose. Et après, on a travaillé vraiment sur plusieurs sujets. Et c'était
presque, c'était pas forcément peut-être un hasard, c'est plutôt une ligne de conduite qu'on a. Alors, tout ce qui est investissement de la commune, par exemple, dans les bâtiments, on fait des études énergétiques. On explique voilà, que pourquoi on fait ces travaux-là et pas d'autres, comment on peut faire justement pour économiser. Après, ces sujets sont portés un peu dans les bulletins municipaux. Avec les ateliers, justement, on avait du succès. Après, on a aussi, par exemple, cette grande foire éco-bio à Colmar qui existe déjà depuis 40 ans. Alors, c'est vraiment, voilà, c'est une longue histoire où il y a déjà certaines personnes de notre commune qui sont impliquées. Après, on a certainement aussi des personnes qu'on ne touchera jamais. Mais j'ai un peu creusé toujours à toutes les occasions, en fait. Alors, quand j'étais responsable des espaces verts en tant qu'adjointe, j'ai à chaque fois prêché aux Maisons Fleuries. Je pense au début, les gens ils m'ont pris pour vraiment une écologiste grave dans leurs yeux. Hein, et finalement, après, ils ont peut-être un peu plus compris aussi comment les choses fonctionnent. Et je trouve que c'est quand même des sujets qui sont très portés dans la société. Après, je ne sais pas si c'est que chez nous, mais je n'ai pas l'impression. Alors, j'ai vraiment quand même l'impression que, surtout dans les jeunes familles aussi, c'est quand même des sujets qui sont importants. Après, les écoles travaillent aussi, de nouveau via la Comcom, où justement on soutient un réseau, une maison de la nature, où alors cette maison de la nature propose des animations aux écoles. Notre périscolaire vient aussi en appui avec certains sujets quand ils ont le sujet annuel Ma planète de demain. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont creusées. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et qui tournent autour de cette thématique. Et alors, il y a les personnes ne peuvent pas ne pas être concernées ou touchées. Et automatiquement, ça fait aussi que ça fait un peu son chemin. Après, il faut être patient aussi. Là, maintenant, par exemple, cette histoire avec l'éco-bio, la foire éco-bio, j'espère qu'on pourra faire quelque chose l'année prochaine. Et j'espère qu'on aura du monde. Mais je suis relativement optimiste quand même parce que les gens chez nous sont ouverts. Alors voilà, ils sont curieux. Et après, ils regardent quand même ce qu'il y a à faire. Je pense il faut peut-être pas aller tout de suite trop loin. Il faut plutôt les accompagner petit à petit. Et ça fait aussi, par exemple, on avait des jardins ouverts parce qu'à un moment donné, je me suis dit, les maisons fleuries, ça fait toujours récompenser les gens qui mettent le plus d'engrais sur les géraniums. Alors, ça ne peut pas être le but du jeu. Et on a remarqué avec certains jardiniers passionnés qu'on pouvait peut-être aussi montrer un peu autre chose, une autre façon de jardiner. Alors voilà, on a ouvert des jardins, on a aussi essayé de parler un peu de compostage, des choses comme ça. Et ça fait que d'une manière ludique aussi, et passe-partout, pour toutes les personnes, on arrive à toucher l'un après l'autre un petit peu pour l'amener voilà, sur un peu plus vers le zéro déchet. Après, il y en a certainement d'autres aussi qui vont jamais accrocher à cette thématique, hein, c'est clair aussi. Mais voilà, on va avoir des éco-gobelets voilà, pour les manifestations et vraiment lutter pour que ce soit utilisé. Voilà, il y a un petit bout partout. Et merci pour cette belle réponse. Et effectivement, je pense qu'il y a quand même une petite recette locale, ça c'est sûr. Mais est-ce que des questions très pratiques, très concrètes de recyclage et d'économie circulaire, ça rebondit également sur une réflexion sur l'avenir, sur le bilan de carbone des activités, sur la mobilité, sur les problématiques des transports. Est-ce que ça rentre dans une perspective de réflexion plus vaste? Ou bien on se contente d'avoir des bonnes actions et d'avoir bonne conscience en faisant du bon recyclage? Est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce que ça crée les semences d'une bonne discussion, quoi? Pour ma part, ça va plus loin. Clairement, j'ai beaucoup d'espoir de nouveau sur une nouvelle compétence de la Comcom qui est la mobilité. Après, voilà, nous, on est un territoire très rural. Alors, on attend toujours le train entre Fribourg et Colmar. On aimerait bien l'avoir un jour. Après, il y a certains... Moi, nous, on est desservi par une ligne de bus, mais qui passe 3 fois, pas dans la journée. Alors, voilà, tout le monde a quand même besoin de sa voiture. Voilà, mais je pense que...
Et certaines personnes n'ont jamais parlé non plus de partager une voiture ou de ne pas avoir de voiture. Chez nous, c'est pas très, pour le moment, pas très acquis. Mais j'espère quand même, justement, avec cette commission éco-citoyenne, où il y a aussi des personnes qui veulent vraiment aller plus loin, qu'on puisse de nouveau créer une dynamique et amener d'autres avec nous sur le chemin. Alors mais je pense vraiment que ça passe par des actions qui sont régulières et qu'on creuse systématiquement vraiment les sujets qu'on peut avoir. Et après, en s'appuyant aussi sur, comme je dis, sur des réseaux, là maintenant avec justement la foi EcoBio, voilà, il y a des excellentes connaissances là-dedans. Après, on a aussi deux communes qui sont vraiment, par rapport à la transition, très en avance, c'est Muttersolz dans le Bas-Rhin et Ungersheim dans le sud, dans le Haut-Rhin. Alors voilà, on a quand même prévu aussi de les rencontrer et de voir qu'est-ce qu'ils font. Après, on a par exemple flashé dans le PLUI une zone, un quartier où on aimerait bien avoir des éco-constructions et vraiment des constructions participatives. Voilà, alors on essaie de faire ce qu'on peut à notre niveau. Après, voilà, on n'est pas les seuls acteurs non plus sur le terrain. Il y en a quand même beaucoup d'acteurs. Si on veut vraiment aller plus loin aussi dans la démarche, on pourra sans problème. Merci. Dans le chat sur le changement de comportement ou pas des commerçants par rapport à la démarche Zero Waste. Ouais, mais je vais vous répondre à la question, puis après, je vais vous abandonner si ça ne vous dérange pas. Du coup, simplement par rapport à cette question des commerçants, mais c'est rigolo que vous en parliez parce que ça fait partie des programmes sur lesquels je travaille. Nous, pour l'instant, à l'échelle du territoire, on n'avait pas engagé de démarche en tant que telle auprès des commerçants. Et évidemment, c'est un outil essentiel de ce programme. Et du coup, je suis en train je commence à travailler sur un programme, du coup, Mon Commerçant Zero Waste, voilà, sur notre territoire, inspiré de tout ce qui se fait autour et adapté à nos commerçants du territoire et qui sera lancé du coup fin d'année. Donc, un outil de plus du coup dans la boîte à outils des communes qu'on va nous aider à déployer évidemment parce que on va y mettre aussi des moyens humains voilà, avec des personnes qui vont aller sur le territoire à la rencontre du coup des commerçants pour leur proposer de faire partie de cette démarche et en visant du coup forcément en priorité en tout cas pour pouvoir renforcer les synergies existantes, nos communes Zero Waste qui sont engagées dans la démarche pour leur permettre justement de faciliter l'avancée sur ces questions. Donc, ce n'est pas en tout cas le cas aujourd'hui, mais c'est dans les tuyaux. Voilà. Et du coup, je vais en profiter pour vous remercier peut-être et puis je vais vous abandonner. C'est nous qui vous remercions pour votre participation. Mais de rien. Alors, on a mis le lien vers le site, dans le chat, le lien vers le site internet du SMICVAL. Très bien. Et puis, il y a plein de choses. Il y a il y a charte, beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver les guides, guides, vous pouvez retrouver la démarche impact. Il y a énormément de choses sur notre site internet avec des outils à télécharger et pas mal de lectures, notamment sur le blog du SMICVAL, d'articles plus généraux qu'on retrouve. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Fabienne, si certains ont besoin de mon contact, moi, j'ai aucun souci à être contactée pour avoir de l'information concernant ce programme. Donc, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous répondrai quand j'aurai le temps. C'est vraiment super. Parce que je pense que je crois qu'il y a des structures intercommunales, enfin des syndicats qui ont la compétence déchets dans notre région qui réfléchissent à la construction de chartes un petit peu qui ressemblent à la vôtre pour emmener les communes. Donc je pense qu'il y a des échanges qui seront les bienvenus. Très bien. Et avec grand plaisir en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si besoin et à partager mon contact si nécessaire. Je vous souhaite une très bonne continuation de webinaire du coup. Et merci pour l'invitation et merci pour tous ces échanges très enrichissants et toujours très intéressants. Merci et bonne route. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir. Je vois une remarque, les clients des fois EcoBio ont déjà une sensibilité. Il y a une remarque dans le chat que c'est peut-être pas forcément pour réduire les déchets. L'idée de la foi EcoBio et de l'échange qu'on va bientôt avoir, c'est justement de décentraliser la foi EcoBio. Après, déjà, je pense la foi EcoBio à Colmar, ça a un tel succès que c'est clair, c'est des gens sensibilisés, mais en même temps, ça touche beaucoup le monde. Alors il y a vraiment tout le monde qui va un peu, c'est vraiment le place to be un peu voilà vraiment du week-end de l'Ascension. Là ça n'a pas eu lieu à cause du Covid et justement alors l'idée est venue dans l'association justement de faire une décentralisation
Ce qui fait qu'on va de nouveau faire la même chose, en fait, comme avec la Comcom et les ateliers zéro déchet, on va essayer de transplanter la foire en plus petite taille dans les villages. Et je pense que même si dans mon village, je fais la foire éco-bio à un moment donné, sur une nouvelle place qu'on est en train de créer, voilà, ça va attirer du monde au-delà de ceux qui ont l'habitude d'aller normalement à la foire éco-bio. Alors l'idée, c'est toujours, si on ramène des choses dans les villages, je pense qu'on peut de nouveau atterrir des personnes qui normalement ne viendront pas si maintenant on le ferait comme seulement à Colmar ou voilà, dans les villes. Je pense que c'est ça un peu l'idée. Ouais. Je suis aussi désolée de devoir vous laisser, mais j'ai exactement 10 minutes pour manger quelque chose avant la soirée. Alors, je vais quand même vous prendre ces 10 minutes. Merci. Un grand merci à vous de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Et bien chargé aujourd'hui. Qui malheureusement, justement, qui n'a pas pu être parmi nous, mais voilà, qui elle-même, voilà, je ne sais pas vraiment l'écologiste du coin, mais qui maintenant prend vraiment le sujet aussi en main pour le transporter partout. Alors, je pense que c'est vraiment un bon programme. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et bon appétit et bon conseil municipal alors. À bientôt. Bon échange. Merci. Au revoir. Alors, on va continuer avec deux autres témoignages inspirants sur le thème pourquoi et comment une structure intercommunale peut s'appuyer sur des communes pour déployer une démarche zéro déchet et quelles sont les initiatives possibles pour les communes pour faire des propositions, enfin soit pour faire des propositions à la structure intercommunale, soit pour prendre des initiatives complètement autonomes quoi, sur le zéro déchet. Et donc là, on a avec nous Pauline, une deuxième Pauline, Pauline Schreiner. Oui, moi c'est bon alors, ça marche. Donc vous êtes animatrice développement durable à la communauté de communes Mademoiselle, donc qui est un territoire, je peux dire que c'est un territoire très rural, là, je me trompe pas. C'est ça, non, exactement, voilà, je ne pouvais pas. Au sud-ouest de Metz, donc qui regroupe 48 communes, 20 700 habitants. C'est ça, à peu près. C'est voilà, ça, à peu près. Et donc, c'est une structure qui a la compétence collecte et traitement des déchets et qui a été lauréat d'un appel à projet en 2015, donc territoire labellisé territoire zéro déchet. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup dans le Grand Est. Hein. Et donc, vous faites plein de choses sur le zéro déchet. Donc, d'où ma première question. Quelles sont vos principales, quelle est votre stratégie zéro déchet? Quelles sont vos actions? Alors, nous, pour commencer, et là, je vais rebondir sur ce que Madame Copé disait avec les communes et les communautés de communes. Nous, on essaye d'organiser différents ateliers toujours sur le thème de la prévention des déchets sur l'ensemble du territoire. Donc, on essaye vraiment d'aller dans toutes les communes pour réaliser tous ces ateliers. On essaye de faire des manifestations. Mais ce qui fait que ça marche, en fait, c'est qu'en fait, on donne un panel d'ateliers qu'on propose à toutes les communes ainsi qu'aux écoles. Et en fin de compte, c'est les communes qui reviennent vers nous après avoir discuté avec leurs habitants ou autres pour l'animation de ces ateliers. Il y a des communes où on fait vraiment des programmes d'action complets sur le long terme. On peut commencer très bien sur le tri pour finir sur des ateliers de fabrication de produits cosmétiques, vraiment pour aller vers le zéro déchet, parce qu'ils ont vu notre atelier et que leurs habitants, ils en ont parlé et qu'ils sont demandeurs. Donc, on a vraiment des groupes en plus de travail sur le long terme. Donc ça en fait partie. Et on essaye d'organiser des manifestations, nous, en interne sur le territoire, donc dans différentes communes. Pareil, en lien avec la prévention des déchets. Après, maintenant, on va plus loin. On essaie d'aller sur la mobilité, le développement durable en général. Donc, on essaie vraiment de regrouper plusieurs thèmes maintenant lors de nos grosses manifestations. Et on s'appuie également essentiellement sur les associations du territoire. Donc là, pareil, c'est les communes aussi qui nous font connaître leurs associations qui sont déjà sur le territoire et qui nous permettent de travailler conjointement, en fait, pour l'animation de toutes ces actions. Et alors, pourquoi c'est important pour vous de s'appuyer sur les communes? Alors, pour moi, c'est vraiment important parce qu'ils sont un relais important de relais de l'information auprès des habitants et puis on pourrait dire qu'ils vendent très bien nos projets. On va dire quand même que
Ça, donc, quand on propose un panel d'ateliers ou des choses comme ça, quand on leur promet le programme d'action, ils arrivent très bien à le vendre à leurs habitants, mieux que nous, parce qu'on on connaît pas, nous, les habitants, on connaît les maires, on connaît un peu, mais on connaît pas les habitants des communes en général à titre un peu plus privé. Ça, vu qu'on est quand même, comme vous avez dit, rural, c'est des petites communes la plupart, donc ils connaissent très très bien leurs habitants et c'est facile pour eux, entre guillemets, de relayer les informations et de vendre nos ateliers, nos actions. Donc pour nous, c'est vraiment le côté là. Alors, je ne sais pas si c'est le côté rural qui fait ça, mais ils sont vraiment des appuis importants pour nous et de vendre le zéro déchet ou des choses comme ça. Ils sont très investis, donc ça marche plutôt bien. Et du coup, vous avez quelques exemples en tête d'actions qui ont mieux marché parce que les communes étaient impliquées? Alors, j'ai eu l'exemple l'année dernière. Alors après, il y a plusieurs ateliers qui ont été annulés malheureusement, mais on avait fait un atelier prévention des déchets dans une petite commune, donc Sèche-Pré, qui est vraiment un peu au fond du territoire, où ils ont reçu l'atelier. Ce n'était pas prévu qu'on aille chez eux à l'origine. Et en fait, le maire, un jour, est venu, il nous a dit, j'ai eu des habitants qui m'ont demandé la réalisation de cet atelier. Donc, il nous a dit pourquoi pas. Et je me suis retrouvée avec 30-40 personnes dans une petite commune de 200 habitants, il me semble. Donc, vraiment très, très petite. Et c'est un des ateliers qui a mieux marché. Et c'était très récent. En plus, c'était un vendredi après-midi, donc ça touchait, ils connaissent leur population. Ce qui nous aide aussi, c'est que vu qu'ils les connaissent, ils nous ciblent sur les horaires qu'on doit faire, les jours de préférence, des choses comme ça. Donc là, on a réussi à cibler le jour, le mercredi après-midi. C'était surtout des mamans qui voulaient le faire, des choses comme ça. Donc là, on a pu vraiment cibler le public et avoir une trentaine de personnes qui étaient présentes à un atelier qui s'est fait en 3 semaines. Voilà, qui a été vraiment organisé. Donc là, c'est l'exemple qui a le mieux marché. Qui était très bien. Et en dehors des ateliers, est-ce que vous avez des actions, par exemple, de promotion du jardinage naturel, Alors des ça, on choses le comme ça? fait essentiellement, alors pareil, alors on est une communauté de communes interdépartementales, donc on essaye toujours de faire au moins des actions dans les 2 départements pour promouvoir toujours les mêmes choses. On a plusieurs manifestations sur le territoire, plusieurs associations pardon, qui organisent des manifestations justement sur le compostage, le jardinage. Et là, on se relaie, on participe toujours aux manifestations, on est toujours présent. C'est pas nous qui menons ce projet, mais par contre, ils nous sollicitent toujours pour participer surtout sur le compostage et le jardinage. En sachant qu'on a un réseau de guides composteurs, nous, sur le territoire, qui sont également un appui réel pour ce genre de manifestation. Ouais. On sollicite régulièrement pour nous assister. Et est-ce que vous êtes en redevance incitative? Donc, oui, on est en redevance incitative. Ouais. Alors, sur une partie du territoire depuis 2012, suite à une fusion en 2017, l'autre partie du territoire a été en redevance incitative depuis effectif au 1er janvier 2020. Donc là, c'est récent. Alors, on a avec nous Monsieur Caillou, qui est maire d'Arnaville. Arnaville, c'est une commune de 576 habitants, à peu près, qui fait partie de la communauté de communes Mademoiselle. Oui. Et donc, vous, Monsieur Caillou, vous avez pris une initiative, c'est vraiment la commune qui a pris cette initiative-là. Vous avez acheté un broyeur pour le mettre à disposition des habitants et aussi des communes aux alentours. Et du coup, ça rend même service à la communauté de communes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à mentionner. Oui, merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. En 2013, on s'est posé la question du fait qu'on avait des captages, des périmètres de captage à entretenir dans des bois. On a nos périmètres de captage qui sont des bois. Et on avait l'interdiction de faire du brûlage de végétaux. Donc, on a cherché une solution. La solution, c'était effectivement acheter un broyeur. Un broyeur, ça coûtait à l'époque 17 000 €. C'était un peu cher pour ce qu'on voulait faire. Donc, on a réfléchi, on a compris et découvert que l'agence de l'eau subventionnait à 50%. On a été subventionné à 60% pour l'achat de ce broyeur. On nous a imposé quelques points sur l'entretien des espaces verts notamment. L'agence a mis quelques réserves sur l'entretien des espaces verts. Il fallait utiliser le broyer, il fallait, enfin voilà. Mais surtout, on a imaginé que cette règle du brûlage s'appliquant à tout le monde, les habitants étaient, comme nous, devant cette problématique. Donc, on a mis à disposition ce broyeur aux habitants, moyennant une indemnité journalière. On leur met le broyeur à disposition, les ouvriers communaux le
mettre en place. Et ensuite, ça s'est étendu à la communauté parce que les communes de la communauté étaient dans notre cas, mais il n'y avait pas de broyeur qui fonctionnait bien. C'est un broyeur qui peut couper des branches jusqu'à 8, 9 cm, 10 cm de diamètre, qui peut broyer des branches jusqu'à 10 cm de diamètre. Et donc, la communauté a été intéressée par notre démarche et nous a demandé le broyeur une fois ou deux pour leur équipe d'insertion parce qu'ils vont travailler dans les communes. Et de fil en aiguille, cette communauté a lancé un appel à toutes les communes en disant que par leur intermédiaire, ils pouvaient louer, les communes pouvaient louer le broyeur. Donc, ça s'est fait depuis plusieurs années. À la période de coupe des végétaux, l'équipe de la communauté de communes vient chercher le broyeur et va dans les communes chez qui elle travaille pour se servir de ce broyeur. Voilà, c'est une mutualisation complète du broyeur. Le prix de journée de broyeur est assez faible par rapport au coût que nous avons vu et il fonctionne encore depuis 2013. On a eu une seule fois une réparation à faire et ça va très très bien. Cette mutualisation fonctionne bien. Je crois même d'ailleurs que ça va tellement bien que la communauté envisage d'en acheter un. Voilà, oui, alors c'est effectivement c'est dans les tuyaux. De plus, on a un projet avec du coup avec la commune d'Arnaville, une commune aux alentours et une association sur une plateforme de compostage avec il y aura différents composteurs installés et où là normalement Monsieur Caillou, qui est au courant du projet, devrait mettre à disposition de temps en temps le broyeur pour l'utilisation de cette plateforme. Oui, ça pose pas de problème. Voilà, oui. C'est un bel exemple de coopération entre le niveau communal et le niveau intercommunal, chacun prenant des initiatives et au bout du compte, ça enrichit la stratégie globale, quoi. Oui, faire un investissement pour le laisser dans un garage, ça ne sert à rien. Il faut que ça serve. La règle du brûlage des végétaux s'applique partout. On a eu beaucoup de soucis sur Arnaville, notamment, moi je connais ceux d'Arnaville, avec des querelles entre voisins parce qu'il y avait de la fumée, parce que même les pompiers sont venus des fois, donc ça crée des soucis. Il fallait qu'on donne un moyen aux habitants de ne plus faire de feu. Voilà, c'est surtout ça la base de notre discussion. Et ensuite, ça s'est étalé à d'autres communes et voilà. Oui, donc vous avez une très pragmatique. Vous êtes parti d'un aspect réglementaire et vous avez eu une démarche très pragmatique. Voilà. Exactement. Pauline, vous vouliez ajouter des choses sur... je ne sais pas si vous avez présenté tout ce que vous vouliez sur les actions de la communauté de communes en matière de zéro déchet. Alors moi, c'était vraiment sur la partie sensibilisation, que c'était quand même grâce aux élus qu'on sensibilise plus d'habitants. Pas forcément que grâce à nous, parce que nous, c'est facile, on met des mots dans les boîtes aux lettres, des choses comme ça. Mais je pense que, bon, là, malheureusement, la période, le face-à-face, vu qu'on est des petites communes, marche quand même vraiment bien. C'est ce qui nous a permis, parce que nous, faire des ateliers, c'est facile. On mettait des flyers, on met des choses comme ça. Donc déjà, c'est pas très zéro déchet. Et en plus, ça ne veut pas dire qu'on touche la population. Donc moi, on s'appuie vraiment, nous, sur les élus pour relayer toutes les informations qu'on fait. Et c'est grâce à ça qu'on a de plus en plus d'habitants qui nous disent bien, ils ont été en mairie, ils ont vu. Donc nous, c'est vraiment un relais vraiment très, très important pour le bon fonctionnement des ateliers et qui peuvent être demandeuses. Donc, qui demandent à leur maire ou à la secrétaire de mairie qu'ils aimeraient bien cet atelier proche de chez eux. Et nous, on s'organise dans le cas-là pour intervenir chez eux. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça dans le chat? Alors, je ne sais pas si madame... alors, si Anne... je ne connais pas votre nom. PZ. Oui, voulez, bonjour. Bonjour. Oui, Anne Triguer-Zusla, moi je suis élue à la commune d'Orschwir, donc dans le Haut-Rhin. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on était confrontés au même problème du brûlage des déchets, enfin on l'est aussi encore un petit peu, quoi. Et donc, du coup, un peu par hasard, on a rencontré un forestier qui lui a investi dans une machine, dans un broyeur, et qui travaille avec plusieurs communes. Voilà, et donc on paye le prestataire à la journée, quoi. C'est la commune qui va financer. Alors, pas encore fait, mais en fait, on a demandé aux gens de s'inscrire en mairie avec à peu près d'estimer un peu le volume du bois à broyer, et puis on ira dans 2 ou 3 places dans le village et les gens pourront
Voilà, ce sera financé par la commune et ça permettra effectivement aux personnes de broyer les déchets et puis éventuellement de les récupérer. Et si les personnes ne le récupèrent pas, le BRF, ce sera la commune qui le récupérera pour du paillage. Oui, oui. Alors ça j'imagine que ça doit bien s'associer à des initiatives de sensibilisation des habitants au jardinage naturel, parce qu'il faut bien qu'ils sachent après quoi faire du produit de broyage. Donc, comment ça. On y tend. Alors, on se rend compte. Alors, on est. Voilà. Je suis élue, voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'au niveau même, on est quelques-uns là au niveau du conseil municipal à essayer de faire bouger aussi les mentalités et à développer une commission environnement, voilà. Mais on est aux prémices. Oui. Voilà. Mais on essaye d'y tendre. Voilà. En tout cas, on se rend compte qu'effectivement, dans les jeunes habitants, dans les nouveaux habitants, il y a des choses qui changent, quoi. Il y en a effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jardins en permaculture. Alors, effectivement, c'est moins joli, c'est moins traditionnel, voilà. Mais on essaye, voilà, de montrer qu'il y a d'autres choses qui peuvent être jolies, qui peuvent être intéressantes pour la biodiversité. Alors, ceci dit, ça peut être joli et productif à la fois. Tout à fait. Un jardin en permaculture. C'est ça. Donc on a du temps là, on a un petit peu de temps là pour échanger, n'hésitez pas. Alors, il y a des choses qui arrivent dans le chat. Il y a des choses qui arrivent sur l'utilisation des déchets verts, oui, insister sur l'intérêt de l'utilisation des produits de broyat pour équilibrer le compost. C'est vrai que souvent dans le compost, on met nos épluchures de cuisine, nos déchets de cuisine, nos déchets de tonte, mais on oublie la partie ligneuse. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Donc ça peut s'articuler avec l'allocation d'un broyeur. Oui, effectivement, enfin, Fabienne, je me permets du coup de rebondir un peu et développer ce que j'ai aussi écrit dans le chat. Autour de nous, il y a aussi plusieurs collectivités ou communes ou collectivités en charge de la compétence collecte et notamment de la gestion des déchetteries qui mènent ces initiatives à la fois de sensibilisation, qui achètent un broyeur ou qui le mettent à disposition des habitants ou qui développent aussi des ateliers de formation et de sensibilisation des habitants. Chaque année, ils forment un petit nombre d'habitants sur leur territoire pour justement les former à ces techniques de réutilisation directement pour faire du compostage, mais aussi du paillage, enfin, directement dans le jardin, ces déchets verts, limiter donc les déchets de tonte et les déchets autres, tous déchets verts qui arrivent en déchetterie, parce que ça commence sur certains territoires à représenter le premier rapport en déchetterie. Donc, c'est aussi un enjeu localement pour certains territoires. Donc, ça se fait dans des territoires généralement plutôt ruraux ou semi-ruraux, mais autour de chez vous, je pense qu'il y a le territoire du SM4 en Alsace qui fait ça aussi. Enfin, ils forment vraiment les habitants, ils font ce genre d'action de formation des habitants. Et après, il y a d'autres collectivités qui font même des défis zéro déchet vert ou ce genre de choses. Si vous cherchez, vous allez en trouver un peu partout en France. Ouais. En fait, le déchet vert n'est pas un déchet. C'est ça aussi le message. On dit déchet vert, mais voilà, c'est une ressource pour le jardin. Ça devrait être une ressource pour le jardin. Exactement. Alors, c'est ce que nous dit monsieur. Il y a jardins qui nous disent qu'ils ne peuvent pas le laisser dans leur jardin, tellement il y en a aussi. Enfin, il y a des gens qui tondent énormément, donc il faut aussi proposer aux gens de tondre moins. Ça va très, très loin quand on commence à creuser. Oui, c'est une remise en question des habitudes de jardinage classique, quoi. Est-ce qu'il y a des communes ou des structures intercommunales qui travaillent là-dessus de manière assez approfondie? Avec des réseaux avec des référents communaux, par exemple, ou des habitants, un réseau d'habitants, les maîtres composteurs, c'est assez développé, mais il y a les maîtres composteurs et les maîtres jardiniers. Alors, une question, les communes peuvent proposer aux habitants de participer individuellement à cette action.
communes, mais peuvent-elles… Ah bah, Monsieur de Ruffray, peut-être vous devriez poser la question de vive voix. Je ne sais pas si vous êtes là. Non, est-ce que vous voulez poser la question? Posez votre question. Ah, d'accord. Ok. Désolée, j'avais le micro éteint et tout. Donc, en fait, est-ce que les communes peuvent-elles, un tant soit peu, obliger les habitants à prendre certaines mesures pour limiter ces déchets? En fait, sur toute cette partie déchets verts, de manière générale, c'est compliqué d'obliger, de forcer. C'est un vrai sujet, mais il y a des moyens incitatifs plutôt de le faire. On va plutôt beaucoup travailler sur l'incitation en matière de déchets. Et là, ça va plutôt être justement, pas aux communes, mais à la collectivité en charge de la collecte et de la gestion des déchetteries qui vont pouvoir agir sur notamment le nombre de voyages, un badgeage ou ce genre de choses, qui peuvent aussi restreindre. Certaines sont obligées de le faire parce qu'elles reçoivent. À la fois, c'est très compliqué parce que les déchetteries, on veut que les déchets sortent des ordures ménagères résiduelles, soient amenés en déchetterie, mais il faut aussi faire attention au nombre de voyages que les gens font, aux quantités apportées, etc. Donc, il y a des manières d'inciter justement sur cette réduction des déchets verts et aussi tout simplement la mise à disposition justement de ce matériel de broyage, de ces formations, etc. Le fait aussi tout simplement de redistribuer le compost, ça c'est aussi un moyen assez facile de sensibiliser les gens parce qu'ils ont quelque chose à y gagner. Ça peut permettre justement de les former à toutes ces opérations de jardinage différemment en fait que ce dont ils ont l'habitude. Donc il y a toute une partie un peu même événementielle que certaines collectivités réussissent à construire autour de ça au sein même de la déchetterie parce que on se rend compte que la déchetterie c'est même parfois un lieu de sociabilisation pour certains habitants qui y vont régulièrement. Alors, je vais revenir juste sur les déchetteries, parce que vu avec la crise sanitaire, nous, on a mis les déchetteries en réservation. Et on a réussi à diminuer sans le vouloir, là, pour le coup, nos déchets verts de 1/3, parce que du coup, on avait limité le nombre de passages. Et du coup, les gens, en fait, par eux-mêmes, ont trouvé d'autres solutions. Donc, on a fait également des sensibilisations en déchetterie pendant ce temps-là pour leur proposer des solutions pour ceux qui disaient oui, mais ça s'entasse dans mon jardin, des choses comme ça, qu'on a essayé de leur proposer. Pareil, laisser la tonte tondez moins souvent, laissez-la sur place. Il y avait des petites choses simples, mais c'est vrai que du coup, nous, on a pu réduire de 1/3 par les mauvaises circonstances, mais voilà, les réservations ont fait ça et encore maintenant, on a de moins en moins de déchets verts. Est-ce qu'il y a des formations? Qu'est-ce qui existe comme formation pour les élus et les agents des espaces verts? Question de Madame Flory. Alors, il y a l'ADEME qui propose des formations guide composteur. C'est payant après avoir, mais il propose les formations de guide composteur pour les habitants, pour faire les réseaux de guides composteurs d'ailleurs, qui peuvent proposer ces formations. Et après, il y a d'autres organismes privés, alors j'ai plus forcément de nom en tête, mais qui proposent des formations sur la permaculture, des choses comme ça. Mais je pourrais les… Fredon, voilà. Voilà, il y a plusieurs organismes qui proposent ce genre de formation. Je pourrais vous les citer, j'en ai, mais là en tête… oui. On les intégrera dans la synthèse. On fera une liste de ressources à la fin de la synthèse qu'on vous enverra et je vous interrogerai dessus. On les rajoutera. Il y a aussi le réseau Compost Citoyen que vous devez connaître aussi, qui travaille beaucoup avec l'ADEME et qui anime pas mal de ces formations justement de maîtres composteurs, etc. Ils ont énormément de ressources et de fiches pratiques, etc. sur ces histoires aussi de broyage, de jardinage. Donc c'est au-delà du compost, c'est tout ce qui va autour. Donc je vous invite à regarder ces ressources sur le site du réseau Compost Citoyen. Alors on a Madame Ballot, donc de la commune d'Erlisheim, je pense, qui nous parle d'un projet pilote de composteur partagé. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors donc bonsoir à tous. Alors donc l'idée du compostage partagé, donc c'est l'association, donc Nature et Environnement, Erlisheim, qui s'est dit, on va prendre les devants
Et donc, on est allé voir l'Arium, enfin ma collègue, et puis on en aura parlé. Et puis du coup, voilà, l'idée est lancée. Enfin, l'idée, c'est surtout par rapport à l'échéance 2024. Donc, c'est déjà en amont de réfléchir donc au compostage du bio-vert, enfin des déchets bio-verts. Donc, du coup, voilà, on va faire un essai, on va faire un petit site avec 3 grands composteurs. Voilà, on a lancé un petit peu l'appel pour ceux qui étaient intéressés. Donc, déjà à la base, c'est l'envie de vraiment de composter. Et donc, on va toucher quelques familles. C'est vrai que surtout dans les villages, c'est au niveau aussi des habitations type collectif où n'ont pas de jardin, ou des gens qui ont des jardins petits mais qui ne veulent pas composter. Voilà, donc du coup, on a mis en place ce projet pilote qui va démarrer d'ici quelques jours. Voilà, donc on va voir, il y aura une fiche de suivi. Voilà, donc ça débute, on peut peut-être faire des erreurs, mais bon, on en apprendra. Et puis voilà, ensuite, donc par rapport à la communauté de communes, les ambassadeurs du tri de l'Arium viendront faire le tour, voir comment ça se passe. Et puis après, ça peut donc faire boule de neige et puis peut-être s'installer dans d'autres points de collecte sur le village. Et puis au niveau de la communauté de communes qui comporte, il me semble, 18 ou 19 villages. Marc Acker, il pourra peut-être confirmer. Voilà, le nombre d'habitants, je ne sais plus non plus, 37 000 ou peut-être un peu plus. Voilà. Voilà pour Erlisheim et ce projet pilote de composteur partagé. Merci. Alors, du coup, il y a une question qui s'adresse à vous, de Morgane. Alors, Morgane, alors c'est pareil, Morgane, je ne sais pas votre nom, ni votre fonction. Est-ce que vous voulez poser votre question de vive voix? Si je peux me permettre de rajouter, donc Catherine, voilà, donc les personnes qui viendront déposer leurs biodéchets, donc à la fin du cycle, qui est à peu près 6 mois, repartiront avec le résultat, enfin le compostage, pour le ramener chez eux ou en faire don. Voilà, donc ça permet aussi de voir qu'on valorise leurs déchets et qu'ils ramènent chez eux un produit intéressant, voilà, pour leur jardinière ou jardin. Voilà. Oui. Alors Morgane Escher, elle n'a pas de micro, elle ne peut pas poser sa question, mais elle demande comment vous avez trouvé les familles volontaires, parce qu'elle a un projet qui ressemble. Du bouche à oreille, un peu les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, comme on démarre petit, voilà, avec les composteurs, on va peut-être toucher 15-20 familles, voilà, au départ. Hein, donc, on ne peut pas non plus en faire une annonce trop, comment dirais-je, étendue. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés, vivement intéressés, viennent. Et puis comme je vous dis, après, ce sera le bouche à oreille. Il y a de la pédagogie, il y a le compostage, il faut le connaître, il faut apprendre le processus. Voilà, donc le projet pilote et par la suite, bon, on a quand même plein de gens qui sont intéressés, mais après, il y a la mise en place et puis voilà, je veux dire, il faut que le reste suive. Je suis référente avec une amie à moi de l'association. J'ai passé aussi la formation guide composteur à la maison du compost à Strasbourg. Voilà, je veux dire, il faut quand même qu'on soit à la base crédible. Mais je veux dire, on apprendra en même temps avec les gens, ce sera une découverte. Parce que bon, même si j'ai fait guide composteur, j'ai un compost chez moi, mais je ne l'ai pas, comment dirais-je, fait évoluer comme il fallait. Voilà, donc du coup, ça m'a apporté et je veux transmettre. Et puis voilà, c'est ça aussi. Alors, il y a un projet
enfin, il y a des composteurs partagés qui ont été installés dans la ville de Toul, au pied de plusieurs immeubles. Est-ce que, Madame Millery, vous voulez en dire 2 mots? J'en profite pour brancher mon ordinateur, sinon tout va s'éteindre. D'accord. Très rapidement, il y a des composteurs partagés qui ont été installés. Ce sont 3 bacs de 1000 litres qui sont installés au pied des immeubles. Le premier bac pour justement les déchets organiques des habitants. Le deuxième bac contient le broyat pour que chaque habitant, à chaque fois qu'il dépose le volume de son bioseau dans le premier bac, eh ben, il met l'équivalent à peu près de broyat pour justement équilibrer l'apport carbone-azote. Et puis le troisième bac de 1000 litres, c'est pour transvaser le compost qui est en train de mûrir pour qu'il continue sa maturation pour justement que les habitants puissent réutiliser du compost au fur et à mesure. Parce que bien évidemment, au centre-ville de Toul, il n'y a pas beaucoup de jardins, il n'y a que des balcons et puis des plantes en pot. Mais c'est un projet qui est là pour que ce soit effectivement réutilisé pour les habitants. Alors, d'autres projets devaient être inaugurés cette année, fin mars, pendant la semaine de tous au compost. Malheureusement, avec la pandémie, tout a été annulé. Il y a eu des distributions de compost dans des villages, mais au niveau de Toul, c'est un peu au ralenti. Il y a juste, bien évidemment, la question des volontaires tout à l'heure de la personne était très judicieuse. Pour l'instant, là où ça marche, là où ça fonctionne dans la ville de Toul, c'est là où il y a des habitants référents qui suivent un peu et forment les nouveaux habitants, enfin, en plus de nous bien sûr, mais il y a un suivi local pour vérifier que les gens ne mettent pas n'importe quoi dans le premier bac de compost. Voilà. Oui, en effet, je réagis aussi par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, les références, c'est important. Par exemple, ici, nous, ce qu'on préconise, enfin, ce qu'on va mettre en place, c'est de faire comment dirais-je, de prévoir 2 permanences dans la semaine. On a choisi volontairement, par exemple, le mercredi après-midi ou le samedi matin. Donc, chacune, puisque pour l'instant, on n'est qu'à 2 en référent, donc les gens viendront, se manifesteront avant, et puis donc, on ouvrira les composteurs, parce que bon, ils seront fermés pour une question, comment dirais-je, de sécurité, entre guillemets. Voilà, donc du coup, comme je vous dis, c'est un projet pilote, donc on ne sait pas trop où on va, mais on y va un peu à tâtons, mais voilà, en espérant y arriver. Et qui sont les référents? Question du chat aussi. Pardon? Qui sont les référents? Alors, ma collègue qui fait partie de l'association Nature et Environnement et moi-même, on fait partie de la même association et nous sommes toutes les 2 également conseillères municipales. D'accord. Voilà. Alors, on voit que le compost et plus largement le jardinage naturel, le jardinage naturel sont des sujets qui sont très fédérateurs finalement et qu'on trouve souvent dans les axes de travail des communes et des intercommunalités sur la réduction des déchets. Il y a même un petit mot sur le chat, dans le chat sur le lombricompost, le lombricompostage. Au-delà, Fabienne, du sujet fédérateur, c'est aussi parce qu'il y a l'obligation qui va arriver de trier à la source les biodéchets. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, et c'est très bien que la majorité des collectivités qui ont en charge cette collecte agissent. Et alors, tous les modes de tri à la source de ces biodéchets, que ce soit le lombricompostage ou autre compostage individuel, le compostage collectif et de proximité et la collecte séparée des biodéchets, se développent sur une grande majorité des territoires, heureusement, parce que c'est obligatoire avant le 31 décembre 2023. Ouais. Donc, c'est important de le rappeler. Oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. C'est souvent un déclencheur, c'est souvent ça qui déclenche les initiatives. Alors, je vois que il est bientôt 20h, alors on avait prévu une petite séquence, alors quelques minutes sur les ressources pour pouvoir vous aider dans vos projets.
Donc moi, je vais en citer deux et puis ensuite, je passerai la parole à Pauline qui a une petite diapo là-dessus. Et puis comme ça, vous pourrez aussi en profiter pour nous dire comment vous, votre association, vous pouvez, ce que vous pouvez apporter aux communes. Alors moi, je voulais juste parler de collectif. Non, alors déjà du guide « Aujourd'hui mon territoire ». C'est un guide, on vous met ça dans le chat, qui a été publié par l'ADEME. Alors au début, ça s'appelait Demain mon territoire, parce que ça a été publié avant les élections municipales pour donner des idées aux candidats sur comment mettre en place la transition dans les communes. Et maintenant, ça s'appelle Aujourd'hui mon territoire. Et alors c'est super parce qu'il s'est organisé en fiches pratiques thématiques et ça donne plein d'idées de ce qu'on peut faire quand on est élu sur la thématique de la transition. Donc, gestion des déchets, mais pas que. Hein. Il y a la mobilité, la transition alimentaire, l'énergie, etc. Et c'est un petit peu le fil rouge des 3 ateliers qu'on est en train d'organiser. C'est pour ça que je recite à chaque fois. Et puis, la deuxième ressource, alors je voulais vous citer Collectif. C'est la plateforme collaborative de l'économie circulaire des acteurs du Grand Est. Donc là, c'est pareil, hein, il y a un site internet. Et vous allez voir, il y a un annuaire de membres, il y a des initiatives qui sont valorisées. Enfin, c'est très intéressant pour toutes les structures qui veulent travailler sur l'économie circulaire en général. Et donc, les déchets font partie de cette démarche globale, la gestion et la réduction des déchets. Et puis, donc, Pauline, donc je vous laisse prendre la suite, du coup. Oui, je vais repartager mon écran. Je pense que ça va marcher, j'espère. Voilà, normalement, vous devez voir apparaître. Alors, je ne mets pas forcément en plein écran, il y a juste quelques infos, mais côté Zero Waste France, on a aussi effectivement voilà, un certain nombre de ressources en ligne et puis autour de nous. Déjà, sur notre propre site web, on a énormément de publications en ligne, d'études de cas sur différents sujets de la réduction des déchets. Dans le cadre, alors là, vous avez quelques exemples, mais justement sur les manières d'agir pour les communes, sur le plastique jetable, sur des enquêtes, des retours d'expérience et études de cas. Donc vraiment, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses, puisque notre programme territoire existe depuis 2015. Donc il y a eu vraiment déjà beaucoup de ressources et on continue tous les mois à faire des dossiers thématiques dans les actualités sur des sujets vraiment précis, tels que la tarification incitative, le tri à la source des biodéchets et autres sujets. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Dans le cadre de ce programme territoire, du coup, nous, on a une newsletter mensuelle qui nous permet de diffuser toutes ces ressources et de mettre en avant à la fois les ressources qu'on produit et les ressources que produisent d'autres acteurs. Donc, vous parliez de l'ADEME, Fabienne, et effectivement, l'ADEME fait énormément de choses. Là, je pense que on a beaucoup parlé biodéchets et compostage, donc je préfère en parler aussi. Vous avez peut-être vu qu'en ce moment, l'ADEME venait de lancer, il y a une quinzaine de jours, un cycle de webinaires. Alors, c'est à peu près un tous les 15 jours. C'est assez ambitieux et c'est très riche sur la future obligation de tri à la source des biodéchets. Et donc, il y avait un de ces séminaires ce matin. Donc, allez voir ça s'appelle Admit, etc. Donc, je vous invite à regarder ça parce que il y a beaucoup de retours d'expérience et c'est assez inspirant, mais c'est vraiment spécifique aux biodéchets. Il y aura beaucoup de sessions différentes pour approfondir plein de points. Et je pense que ces questions de broyage, etc., feront l'objet justement d'une session particulière. Donc nous, voilà, sur notre newsletter, on partage ce genre de retour aussi. On a également publié en tant que Zero Waste France un livre qui s'appelle Territoire Zero Waste, là qui va plutôt s'adresser vraiment aux collectivités qui ont en charge la collecte et le traitement des déchets. C'est sur les grands chantiers que peuvent mettre en place ces collectivités-là, même si c'est un peu plus transversal, mais ça ne va pas forcément reprendre spécifiquement des chantiers pouvant être menés uniquement par des communes. Et on a aussi réalisé un plan qui s'appelle le plan baisse des ordures ménagères, le plan BOM, qui était une alternative, un scénario alternatif zéro déchet, justement alors c'était sur la situation en Île-de-France et face à la reconstruction de l'incinérateur d'Ivry-Paris 13, qui était un gros sujet qui a mené à plusieurs contentieux. Mais en tout cas, ce plan alternatif, il y a toutes les solutions chiffrées en termes d'impact. Enfin, il y a vraiment un scénario global par rapport à cet impact sur un territoire précis. Alors,
alors certes urbain, etc. Mais c'est assez inspirant pour voir les impacts possibles, création d'emplois, démarches, etc. qui peuvent être menées. Donc ça fait une partie des ressources assez intéressantes. Je continue mes slides. Oui, ça c'est par rapport justement aux ressources qu'on peut avoir. Sur nos articles, ce sont aussi beaucoup des analyses, des notes juridiques, des réglementations, des enquêtes. On a aussi, par exemple, la synthèse des interdictions de jetables, de tout ce que font les différentes lois, analyse des différentes lois. Donc, je vous invite à regarder ça, à approfondir ça. Et on a aussi des guides pratiques. Alors, d'autres territoires en ont déjà parlé. Hein. Le SMICVAL fait aussi des guides pratiques. Je pense que c'est à peu près le même genre d'outils, mais c'est assez pratique. C'est justement pour transmettre, pour sensibiliser, pour mobiliser localement les différents acteurs. On a des guides qui s'adressent aux universités, d'autres qui s'adressent au commerce, d'autres qui s'adressent aux associations sportives, bientôt un guide sur la restauration et des guides qui s'adressent aussi aux enfants. Enfin voilà, c'est assez dense. On a tout un guide aussi sur toute la partie rien de neuf, qui est un de nos gros sujets pour préserver les ressources. Donc beaucoup de kits de mobilisation. On a aussi des kits de mobilisation sur justement comment sensibiliser les commerçants, par où commencer, enfin, et une carte des solutions zéro déchet. Donc voilà, c'est surtout ça, vers ça que je vais vous renvoyer parce que c'est assez dense. Et je vais m'arrêter là parce qu'il est 19h58. Il y a aussi, je ne sais pas, vous avez parlé d'Optiged. Oui, c'était là. La slide d'après, j'ai un peu oublié qu'elle était là. Ah, mais oui. Ça, c'était justement au-delà de cycle d'admit de l'ADEME en cours sur les biodéchets. Il y a aussi beaucoup d'autres liens autour de nous. Donc, on a déjà parlé de l'ADEME, mais elle réalise aussi beaucoup des fiches Optiged. Les fiches Optiged, je vous les conseille vraiment parce que c'est des retours d'expérience très concrets sur justement le développement des sites de compostage partagés, les chalets de compostage du Grand Besançon avec des coûts chiffrés pour tout ça. Enfin, c'est vraiment très précis sur les coûts pour la collectivité, le temps que ça prend, les limites, les freins rencontrés, l'évolution dans le temps. Donc, je vous conseille ces retours d'expérience-là. Après, il y a effectivement sur les sujets, alors compostage, collecte séparée des biodéchets, il va y avoir deux grands acteurs qui va être le réseau Compost Plus qui regroupe des collectivités engagées et le réseau Compost Citoyen dont on a déjà parlé. Il y a aussi beaucoup de ressources sur les sites de ces deux associations. Il y a aussi le réseau Consigne sur le sujet plutôt effectivement de la consigne pour réemploi qui a énormément de ressources parce qu'il y a aussi beaucoup de questionnements sur l'impact de la consigne sur les territoires. Est-ce que ça vaut le coup environnementalement parlant? Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources qui montrent quels sont ces impacts sur le plan environnemental. Le réseau VRAC, que vous connaissez peut-être, là aussi c'est comme le réseau Consigne, c'est un réseau d'acteurs professionnels de ce secteur d'activité. Après, nous, il y a aussi pas mal d'études de cas européennes qu'on traduit en tant que Zero Waste France, mais qui proviennent de Zero Waste Europe. Et il y a aussi quelques guides d'autres associations. Là, c'était l'exemple de WWF qui a sorti il n'y a pas très longtemps un guide pour des territoires zéro pollution plastique. Alors ça s'adresse peut-être un peu plus à des territoires touristiques ou en tout cas ciblés, enfin très, très orientés autour de la Méditerranée et de la mer, bien sûr, mais c'est transposable à énormément d'autres situations, des territoires ruraux, urbains, mixtes, et c'est aussi assez riche par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Pauline. Donc, ce ne sont pas les ressources qui manquent, hein, ni les retours d'expérience. Donc, il me reste à vous remercier. Pauline, tous les intervenants, tous les porteurs de projets qui ont témoigné, qui ont partagé leurs projets, tous les participants. On vous a mis dans votre chat le lien vers un formulaire. Alors, il y a quelques questions, ça prend vraiment 3 minutes à remplir pour avoir votre avis sur cet atelier. Donc, si vous êtes plutôt content, plutôt pas content, vos sentiments sur la durée, sur l'animation, tout ça, c'est très précieux pour nous parce que ça nous aide à nous améliorer. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour le remplir, ça sera super. Et puis, dernière info, et après, je m'arrête. Le 3e webinaire du cycle aura lieu le 19 octobre et il aura pour thème l'alimentation. Mais vous recevrez une invitation, bien sûr. Voilà. Merci à tous et bonne soirée et à bientôt. Au revoir tout le monde.
Au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Bonne Au revoir et merci. Au revoir.